Cazot. Bonjour, ici Marie-Pierre Michaud. Bienvenue au Fait Maudit. Aujourd'hui, comme on a un invité assez particulier et que j'étais pas certaine d'être capable de faire la job, alors j'ai un animateur. Bonjour Jean Morisset. Bonjour Marie, comment tu vas? Ça va bien? Oui. Est-ce que tu es prêt, toi, pour recevoir notre invité un peu spécial? Oui, il est un peu spécial aussi, j'avoue. Là, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Je sais pas encore. Alors, notre invité spécial aujourd'hui est nul autre que Jean Cazot. Bonjour, Monsieur Cazot. Gêné. Bonjour, Monsieur Cazot. Salut. Aujourd'hui, tu vas nous faire le plaisir de nous parler de ton dernier bébé, ton dernier livre, qui traite des extraterrestres et des humains. Moi, je l'ai lu. Hein, Jean aussi, Oui. on a eu l'occasion, là, une petite dérogation pour pouvoir faire l'entrevue. Ça s'appelle « Il était une fois ». Donc, moi, en tant que lectrice, qui aime les lire, qui aime les contes, quand on me dit « il était une fois », C'est comme un conte. oui, alors là, je m'installe, la doudou, la tasse de thé, tu sais que tu vas te faire raconter une histoire, tu sais. Mais là, c'est pas le petit poussette, là. Non. Non, là, tu tombes dans un... Non, tu serais plus dans un fauteuil de cuir avec un gin ou un scotch, parce Un que bon c'est... scotch, Parce que c'est 21 élevé, ans. là. C'est plus une petite histoire doucereuse que tu nous racontes, Non. là. Ah, du tout. Alors, vas-y donc, d'abord, il est très beau. J'ai vu, hein, tu nous l'as montré sur ta page, le site sur Les Faits Maudits, mais C'est magnifique ça, couverture. Oui, malheureusement, là, il est en retard. Il est en retard. Il est encore dans le ventre de sa mère, comme on dit. Il devait accoucher la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. On avait donc prévu de faire l'émission le 16. C'est ça. Là, on m'avise, non, les imprimeurs ont des problèmes, puis c'est ci, puis c'est ça. Je suis pas le seul auteur à en pâtir. Et il va sortir le 20. Alors, là, hier, j'ai confirmé, j'ai rappelé. Ils m'ont dit, non, ça a l'air que là, il sort bel et bien le 20. Dans 4 jours. Ouais. Normalement, vous devriez recevoir le vôtre, que vous deviez recevoir. Vous devriez recevoir ça cette semaine. Et puis, pour la presse, c'est la même chose. Alors, c'est ça. J'ai lu la majorité de tes livres. On en a discuté. Bon, tu as déjà été mon invité dans une autre type d'émission. Je veux dire, c'est pas un livre lax. Quand tu commences, puis tu entends parler de transgénèse générationnelle planétaire, tu dis, est-ce que le livre s'adresse à tout le monde? Ben, c'est un scénario de science-fiction. Non, pas du tout. Ça s'adresse à tout le monde, excepté que j'utilise les bons termes. C'est ça. Moi, je suis un auteur, je suis écrivain, et j'ai donc ma religion, c'est l'écriture. Alors forcément, mon Dieu, c'est le mot. Hein? Et je choisis le mot parfait pour décrire ce qu'il y en est. Je pense que c'est une... Je commencerai pas à appeler ça la patente, là, que ça fait longtemps tu sais. Alors, c'est transgénèse, ça le dit, transgénèse... Générationnelle planétaire. Générationnelle planétaire, ça veut dire que c'est une opération qui est à la grandeur de la planète et qui touche, évidemment, toutes les générations d'humains. Je voudrais juste faire une parenthèse. Je suis arrivée avec ces mots-là exprès, là, mais je voudrais dire quand même aux lecteurs qui attendent ce livre-là, inquiétez-vous pas, là, ça vous prendra pas un dictionnaire ou un cours en biologie pour suivre le livre. Là, ça se comprend, ça se lit très bien. Sauf qu'il y a de belles expressions comme ça, qui est le mot juste, que j'aime beaucoup, c'est très, très bien écrit, comme d'habitude. Là. C'est le mot juste, exactement. Non, je le mentionne. Quand on parle de transgénèse, on parle de génétique, de modification génétique, c'est ça que ça veut dire. Mais ça, quand tu parles de ça, ben t'as pas le choix quand on est tu plonges le lecteur en pleine biologie cellulaire. Là, t'as pas le choix. Il faut. Alors, au début, je le dis, regarde, là, oui, il y a un langage scientifique. Je parlerai pas du jello qu'il y a dans la cellule, c'est du cytoplasme. C'est comme ça que ça s'appelle. Oui. Bon, alors c'est tout. C'est bien. On t'apprend ça, puis ça prend 2 secondes, mais je les écarte pas. J'ai fait très attention. Ce qui a été le plus long dans ce livre-là, ça a été sa rédaction au niveau de la présentation. Parce que tu peux pas t'engager dans un livre sur la biologie cellulaire, puis la transgénèse, puis ainsi de suite, en espérant attirer l'attention du lecteur, si t'es fait chier. Ouais, Bon. Alors, j'ai fait très attention de pas
plonger le lecteur dans un océan de chiffres et de formules chimiques, et ainsi de suite, en gardant ça le plus facile possible. Et en expliquant aussi comment ça marche, tu sais, tranquillement, pas trop vite, de façon à perdre personne. Puis et je fais exprès, puis je le dis, puis ceux que, je pense même citer une phrase exacte en disant ça, ceux qui ont un quotient bio très élevé, tu sais, s'il y a des biochimistes, des biologistes, whatever, eux autres vont me trouver vraiment pas fort. Tu sais, ils vont dire, ouais, tu sais, mais c'est pas eux autres, c'est pas pour eux autres que j'écris ça. Là. Mais selon c'est pas pour épater la galerie non plus. Selon l'expression consacrée, ça se lit vraiment comme un roman. Pas comme un Bob Moran, mais comme un roman. J'essaie d'écrire comme ça. C'est très bien écrit. Et là... c'est ton style. Oui, c'est ça. Oui. J'écris comme ça. Si on a aimé les 19 autres livres, on va aimer le 20e, c'est automatique. C'est ça. Puis là, je veux te dire une phrase, Jean. Oui. Écoute bien. Chaque mot a été pesé et contrepesé. Ton livre, à mon avis, est ce qui explique le mieux la réalité des enlèvements et des phénomènes dits paranormaux vécus par les humains sur cette terre. Oui. Un commentaire? C'est ça. C'est ça. Je suis bien content que tu l'aies perçu parce que c'est le but du livre que ce soit ça qui ressorte de la conclusion qu'un individu va faire. Parce que c'est pas évident de parler de ça. Je disais à quelqu'un, je parlais de mon bouquin à quelqu'un parce que j'ai fait une entrevue, j'ai fait une émission, tu sais, l'affaire du chloroforme, là, la flaque d'eau. Absolument. Là, oui. Alors, j'ai ronde. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai retrouvé, j'ai la témoin et la chimiste. Alors, les deux, ensemble, on a fait une émission qui va être présentée en décembre, mes émissions préenregistrées. Plus l'autre cas que je t'avais trouvé. Oui, c'est ça. Et là, on a découvert, on a fait l'émission ensemble. Et là, je leur parlais de mon livre, tu sais. Et ce que je leur disais, c'est pas évident de dire à des gens, tu t'écoutes les nouvelles, puis là, on parle de quoi de ce temps-ci? Là, Irma? De Irma, puis ici, plus localement, d'un troisième lien, puis des élections provinciales. Bon, c'est tellement intéressant. C'est ça. On est dans ça. Les gens sont dans ça. Moi, j'arrive avec mon livre, Il était une fois des humains et des extraterrestres. Tu sais? Bon. Alors, ce livre-là, c'est une démarche. C'est une démarche longue. C'est une odyssée très longue et c'est surtout un défi. Mais c'est une démarche parce que quand tu dis à quelqu'un... Quand tu dis à quelqu'un... le micro ici, Jean, tu nous l'as saisi. On le sait. C'est ça, les invités. Hein? Vengeance. Ils sont tellement pas matures, les invités. Ah bon, c'est ça qu'il faut faire. Hein? Oui, c'est pour ça que c'est marqué sur la table, d'ailleurs. Frapper sur la table. Frapper sur la table. C'est très difficile de dire à quelqu'un... Savais-tu que les humains ont été génétiquement modifiés par des extraterrestres depuis 1 million d'années? C'est le fun. Là, le gars te regarde, tu sais, puis espère ils vont te trouver une chance, tu sais. Oui, fumer du bon? Parce que, oui, mais moi, là, c'est quelque chose que j'affirme. Mais c'est une démarche de 50 ans. C'est ça. T'sais, ça fait 50 ans. Moi, la première fois que j'ai entendu parler d'OVNI, la première fois que j'ai réalisé que ça pouvait exister, cette affaire-là, puis que ce soit des êtres qui viennent d'ailleurs, la première chose que je me suis dit, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Oui. Et la première réponse que j'ai eue, ça a été ça. T'sais. Et là, j'ai pris 50 ans pour l'expliquer. Et là, j'y suis arrivé. C'est ce que j'allais dire. Là, tu es arrivé vraiment à faire le tour. Oui. Tu sais, c'est du point A au point B, mais tu as fait le 360 sur le sujet-là. C'est mon dernier livre qui va parler d'extraterrestres et encore bien plus d'ufologie. Oui. C'est mon dernier. C'est la dernière fois. Je l'ai dit à mon éditeur, parce que j'ai souvent dit ça, puis c'était pas vrai, mais là, c'est vrai. Parce que je suis allé le plus loin que je pouvais aller. La prochaine fois, si j'en écris un là-dessus, c'est parce que je suis à bord de leur vaisseau. D'accord. Là, je pense que je vais avoir de quoi raconter. Sinon, c'est terminé. C'est le dernier. Mais ça explique bien tout ce que tu as
apporté dans les 19 autres livres. Je pense que ça pourrait pas être plus complet, je pense. C'est ça. Honnêtement, là... On comprend comment du pourquoi. Tu sais, souvent, on se demande pourquoi. Pourquoi ils viennent ici? Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Tu l'abordes le fait, il y en a qui les voient, il y en a qui ne voient pas, et tout ça. Et tu vas aller plus loin, on va voir dans les thèmes un petit peu plus loin, un petit peu plus tard. Mais c'est vraiment la boucle est bouclée. C'est ça. Je viens de boucler une boucle. Je m'en suis aperçu en Floride. J'étais en Floride l'an passé à Daytona Beach, puis t'as du temps là-bas. Puis en plus, puis j'adore la mer. Moi, la relation que j'ai avec la mer, là, c'est pas pour rien. J'ai appelé Dieu la divine mer. Oui. Moi, en tout cas, j'ai une relation extraordinaire avec l'océan. Et ça m'inspire, ça n'a pas de bon sens. Alors, et c'est là qu'à un moment donné, en me laissant engulf, comment est-ce que je dirais ça en français? Imprégné? Oui, c'est ça, oui. Là, j'ai compris qu'il fallait que j'écrive ce livre-là. Et que j'aille jusqu'au bout de ce que j'ai toujours pensé, de ce que j'ai toujours cru. Mais, étant donné que j'en faisais un livre, je devais maintenant m'atteler à la recherche et à la documentation pour pas arriver puis le pitcher ça de même, parce que la réaction est facile de « Ben oui, mais regarde, ça n'a pas d'allure ce que tu dis. » Alors, j'ai dit, il faut que j'aie une démarche. C'est ça que je disais tout à l'heure. Je veux que le lecteur réfléchisse juste à une chose en partant. Une fois qu'il y a le livre devant lui, là, qui se pose la question suivante, parce que l'affirmation est là. Oui. Oh. Elle est là. C'est pas une question. Là. Est-ce que nous avons été... Non, c'est une affirmation. C'est ça. Nous l'avons été. Je pense que le sous-titre, c'est notre colossale aventure depuis le début des temps, si je me souviens bien, parce que le maudit livre, il n'est pas sorti. Non, j'ai pas vu le sous-titre. C'est ça. Moi non plus, je ne l'ai pas vu. Non, c'est ça, il n'est pas dessus. Vous ne l'avez pas, on ne l'a en personne, là. C'est niaiseux, mais c'est de même. Mais je crois que c'est notre colossale aventure depuis le début des temps. Ça. Et alors, c'est donc une affirmation. Mais moi, ce que je veux que le lecteur fasse, c'est qu'il dise « Ça se peut tu qui as raison. » C'est juste ça. Ouais. Juste ça. Pose-toi juste cette question. Est-ce que c'est possible? Maintenant, si tu ne veux pas faire la démarche, parce qu'elle est trop longue, parce qu'elle demande une extension de ta capacité de t'imprégner de concepts qui sont exotiques à ce point-là, bien, laisse faire, tu sais. Laisse faire. T'as pas de ça. Mais si tu veux avancer tranquillement, moi, c'est ça. Je l'emmène d'un point à l'autre. On appelle ça la méthode hypothético-déductive. Oui, c'est vrai. Et ça existe, ça. Oui, c'est vrai. Oui. Je ne l'ai pas inventé. Non. Ça existe. C'est une façon de procéder. Et en ufologie, puis dans le paranormal, c'est la seule. Paranormal, tu peux faire des exceptions. Tu peux y aller avec la méthode scientifique pure et dure, parce que si quelqu'un te dit que sa main... Jean Morissette fait de la psychométrie. Mm-hmm. Ben, si on voulait faire une étude scientifique de la psychométrie de Jean Morissette, ça serait faisable. Oui, ça serait très faisable. Ce serait faisable, parce que là, on appliquerait une méthode scientifique. Bang! Tu dis, tu fais ça, fais-les. Puis là, on mesure, puis on regarde, puis ainsi de suite. Il y a des affaires, des preuves que tu peux amener. Ça a déjà été fait pour d'autres. C'est pas ça, pour moi, mais pour d'autres. Pour d'autres, c'est ça. Alors... mais en ufologie, c'est plus difficile, parce que le maudit ovni est parti, tu sais, puis s'il n'a pas laissé de traces, puis tout ce qu'il a laissé, c'est un témoignage, ça devient subjectif. Ça devient presque un acte de foi. Ça devient un acte de foi, mais... Il faut que tu aies une ouverture d'esprit. Si t'es borné, oublie ça, là. Oui, mais moi, j'ai pas voulu écrire un livre basé sur la foi en ce phénomène-là. Je vais vous emmener... On va partir d'une petite hypothèse, toute petite, toute simple. Puis de là, moi, à la page 1, là, tu sais, presque, clair. Puis là, on va avancer tranquillement. Puis si vous trouvez qu'on va trop vite, on va ralentir, mais on va avancer tranquillement. Puis si à un moment donné, vous débarquez, bien, écoute, vous débarquez. Mais moi, je vais vous emmener jusqu'au titre du livre. Je vais vous emmener là. Puis vous devriez sortir de cette démarche-là en vous disant, oui, nous autres, les humains, on a été génétiquement modifiés depuis 1 million d'années. C'est ça, le titre. C'est ça, l'affaire. Et c'est ça qui est ça. Mais moi, je vais vous le démontrer. Je ne peux pas le démontrer scientifiquement, mais je vais vous le démontrer le plus scientifiquement possible.
je t'avais écrit un petit mot, je te disais, dans les 10 premières pages, j'aurais eu 25 000 questions, mais on va y aller plus par thème. Alors, on va commencer tout de suite. Est-ce que tu as des sujets, moi, je vais te dire ce qui m'a interpellé en premier, c'était la référence au bestiaire mythologique. Ça m'a sauté aux yeux parce que j'adore la mythologie et ce côté-là. Alors, parle-nous de ça. Comment t'en es venu à relier ça à nos extraterrestres? Dans la démarche que j'ai faite pour t'emmener, comme je te dis, de la petite question, c'est-tu possible, ça se peut-tu qu'on ait été génétiquement modifié? Dans cette démarche-là, je te fais faire des sauts de puce, puis je t'emmène. À un moment donné, je dis, là, OK, on est rendu là, OK, dans notre lecture. Là, on va regarder un autre aspect, qu'est-ce qui peut nous amener à penser que c'est vrai ce que je dis là? Et là, je sors, comme tu viens de dire, le bestiaire mythologique. La mythologie, il était une fois. Hein? Oui. Ça, c'est ça. La mythologie, ce n'est que ça. Il était une fois Thor et son père Odin. Il Prométhée et sa trahison envers Zeus qui l'a amené à se faire dévorer le foie par un aigle parce qu'il a ramené le feu du ciel aux hommes qu'il venait de créer. Ouais. Tiens. Toutes les mythologies me donnent raison. Oui. Toutes les mythologies nous disent, oui, c'est vrai. Nous avons été modifiés. Nous sommes les enfants d'expériences génétiques. Ça a même été le raisonnement de base d'un farfelu individu qui a tout volé ça de comment c'est, Vorillon. Oui, Vorillon. Oui. Lui a pris ça. Claude? Non, je refuse de l'appeler comme ça. Okay. Moi, il s'appelle Claude Vorillon. Claude Vorillon. Oui, Claude Vorillon a pris tous les écrits de Jean Sandy, S-E-N-D-Y. Et on dirait qu'il n'y a rien que les ufologues qui s'en sont aperçus à l'époque. Ben oui, c'est donc bien bizarre. Ben oui, parce que c'était clair, c'était tellement évident. Sandy venait de sortir un livre sur les Elohim. Puis l'autre s'en va blabber que les Elohim. Puis l'autre, c'était quoi? On savait pas ça. En tout cas, le monde ne savent pas que Claude Vorillon, 2 ans avant, il avait lancé la même chose, sauf que c'était pas dans le volcan. Ouais. Et là, ça n'avait pas fonctionné. C'est ça. Alors, c'est ça. Ça y prenait, là, parce que Jean, c'est pas Vorillon, c'est Jean Sandy qui avait sorti un livre qui s'appelait « Et c'est Dieu qui firent le ciel et la terre. Okay. Ben oui. Et il avait parlé des... Non, mais je veux juste faire un show. Il avait parlé des Elohim. Bon. Et là, Vorillon est arrivé après, puis il a tout récupéré ça. C'est ça que je voulais dire. C'est connu, ça. C'est une thématique qui est connue. Sauf que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris... La Bible est un mythe, une mythologie aussi, au même titre que le Mahabharata. Au même titre que le Mahabharata, puis oui, effectivement, puis l'Iliade, et puis... oui, ça vient de loin, de toute façon. Mais si tu étudies ça, ce que j'ai fait, moi, j'ai commencé à étudier la mythologie, j'avais 19 ans. Là, et si tu l'étudies, j'ai pas dit la lire, si tu l'étudies, tu te rends compte que tous ces récits-là, mais avec des noms différents puis des concepts différents, c'est clair qu'un Highlander, un type qui vit sur une île entouré d'eau versus l'autre dans la forêt puis l'autre dans le sable, vont avoir des références différentes. T'sais. Mais tous te disent des dieux sont descendus du ciel et soit qu'ils nous ont créés, soit qu'ils nous ont modifiés, soit qu'ils nous ont écœurés, soit qu'ils nous ont fait des esclaves, soit qu'ils ont fait ci, ont fait ça. Mais on est toujours les petits. On s'est fait ramasser, puis ils sont partis. Bingo! Merci, bonsoir. C'est la fin des émissions. Toutes les mythologies disent la même chose dans un langage différent. C'est sûr. Alors moi, c'est important, ça. Parce que l'humanité nous lance un cri. Là. L'humanité nous le dit depuis 3000 ans, 10 000 ans. Regardez, ils sont venus, sont descendus, puis ont fait ça. T'sais. Même notre religion catholique a fait la même chose. Un autre Dieu descendu du ciel, puis ainsi de suite. Ça n'a pas changé. Ça. Ils vont le nier, mais c'est pas grave. L'Esprit Saint avec les langues de feu. C'est la même chose. Puis Jésus retourne au ciel. Puis les anges, puis ainsi de suite. Puis Élisée qui est monté à bord d'un char de feu, puis qui est monté au ciel. Ça. Bon.
Puis Moïse qui tous les jours jasait dans sa tente avec Yahvé. Voyons donc, tu sais. Bon, on sait bien que ça n'a rien à voir avec Dieu, là, tu sais. Bon. Et, alors c'est ça le bestiaire mythologique, je l'appelle comme ça, mais j'invite les gens à sortir un peu de leur lecture puis d'aller jeter un coup d'œil là-dessus. Alors moi, j'en donne des exemples tout au cours du livre. J'ai une question moi, là-dessus, Jean. Justement, t'affirmes que les E.T. nous ont modifiés génétiquement pendant des siècles. Parfait. Depuis 1 million d'années. Voilà, depuis des millions d'années. Pourquoi il y a encore autant de maladies, de difformités dans notre monde? C'est-tu dû à la réincarnation? Non. Ce qui arrive, là, c'est que quand on parle, peut-être la première erreur que les gens font quand on dit « Ah, on va parler des extraterrestres », c'est comme si je disais « On va parler des Américains ». C'est-à-dire, ils sont tous blancs, sont riches, puis ils conduisent des BMW. Bon, c'est pas vrai, tu sais, mais c'est le concept qu'on a. Oui. Là, on parle des extraterrestres, mais on voit une race. Oui. Tu sais, on pense toujours à ça, une race, c'est-à-dire des extraterrestres sont venus, puis c'est toujours les mêmes, puis ça n'a pas changé. Tu sais, c'est pas vrai, là. Je veux dire, ne serait-ce que par la mythologie, les récits mythologiques, mais pas rien que les récits mythologiques, là. J'ai d'autres sources, moi, là. Oui. Mais quand tu regardes ça... Qu'on va voir plus tard. Oui, c'est ça. Quand tu regardes ça, tu te rends compte qu'il y a peut-être autant de races qui sont venues ici qu'il y a de possibilités dans l'univers, là, tu sais. Parce que nous autres, ici, ça fait... Ça fait 35 000 ans. Ça fait 35 000 ans, là, qu'on peut dire qu'on est des êtres humains parlables. Ouais. Tu peux faire de quoi avec, là. Si on retourne dans le temps, nous autres, on embarque dans une machine, là, puis on débarque, puis on rencontre un Aurignacien ou un Cro-Magnon ou quelqu'un de cette époque-là, il y a 35 000 ans. Bon, c'est pas se parler, c'est évident, là, mais en faisant des signes, puis on devrait... pas pire, tu sais, moi descendu du ciel, puis... Bon. Ça va être toi, le Dieu. Ben oui, forcément. C'est carrément ça. C'est sûr. Là, c'est nous, en débarquant de notre machine, qui allons être les sujets d'une mythologie 35 ans, 1000 ans plus tard. Voilà. Ça, c'est clair, ça. Mais cet individu-là qui est là, avec ses cheveux, là, puis il est à moitié tout nu, en train de se faire un feu, là. Son gourdin. Lui, il va nous regarder, là, puis il va faire... Et là, mais là, si tu jases avec... tu vas établir un contact. C'est ça. Bon. C'est ça. Exact. Moi, on va faire des expériences avec ce gars-là. On va l'enlever, puis on va l'amener ici en temps présent, puis on va l'amener à l'université, puis ils vont faire des expériences avec, puis on va le retourner, tu sais. Mais si on veut modifier son ADN, on peut le faire. Quoique nous autres, on est épais, là, mais je veux dire, on peut, par rapport à lui, on peut le faire, tu sais. Puis on le laisse aller, là. Là, lui, il va hériter de marqueurs génétiques qui vont le suivre et qui vont se transmettre d'une génération à l'autre. C'est pour ça que je parle d'une transgénèse générationnelle. Voilà. Mais là, après ça, dans 5 ou 10 ans après, c'est d'autres personnes qui l'attrapent, lui. Là. Ils n'ont plus affaire avec nous autres. Là. Puis eux autres, là, ils vont le modifier d'un bord dans une autre direction pour l'utiliser pour faire de la main-d'œuvre. En fait, quand tu parles des autres, tu parles d'une autre race d'extraterrestres. D'une autre race, oui. Là, c'est nous autres. Pour que les gens comprennent un petit peu. Oui, là, ce serait d'autres qui viennent d'ailleurs, tu sais, puis qui sont plus en avance que nous autres, tu sais. Ah, à un moment donné, là, 100 ans, 200 ans plus tard, dans sa génération, une autre race, mais inférieure, différente, plus hostile, moins sympathique, vont te leur border encore tout croche, tout travers, parce que quand tu es... Moi, ce que j'ai découvert, en tout cas, je pense avoir découvert ça. Quand tu écoutes Star Wars puis Star Trek... Je vais t'arrêter. Oui, on va garder Star Wars et Star Trek pour après la pause. Alors, je vous rappelle, vous êtes à CJMD 96,9 Lévis. Et si vous écoutez via le web, vous pouvez vérifier avec la radio parce que l'antenne a été modifiée. On nous reçoit un petit peu plus loin. On va en parler un petit peu plus loin. Pour les gens de Québec, en tout cas. Les gens de Québec, en tout cas. CJMD 96.9, l'alternative radiophonique. Nous, on fait les choses différemment. C'est votre radio. 50% talk, 50% musical. Talk, rock and hip-hop radio station.
si je vous dis Facebook, Twitter, LinkedIn, ça vous parle? Devenez spécialiste en communication numérique avec manouvellecarrière.com. 34 rencontres pour une formation complète offerte par des professionnels actifs dans les médias sociaux. Pour optimiser la présence de votre entreprise sur les réseaux sociaux ou pour assurer la gestion des réseaux sociaux d'un client, cette formation sera un tremplin pour votre carrière en communication. Une formation offerte en soirée et en ligne. Pas besoin de quitter son emploi de jour. Visitez manouvellecarrière.com. Ça va changer votre vie. C'est le temps de déménager. C'est donc aussi le temps de planifier. Et pour ça, ça peut être une bonne idée de prévoir d'autres ressources que le beau-frère. Prévoyez votre déménagement avec la ressourcerie de Lévis. Voyons, vous avez des objets, des meubles ou des vêtements qui méritent une nouvelle vie. Donnez-les à la ressourcerie. Vous ne pouvez pas vous tromper, ils ont plus de 35 employés qui trient et remettent en marché les articles que vous leur confiez. Mais si vous cherchez des objets, des meubles ou des vêtements à un prix imbattable, ou encore de la peinture pour votre nouvel appart ou des matelas flambant neufs, vraiment pas cher, allez à la ressourcerie. Tout y est au quart du prix du neuf. 24 Charles Acadieux, entre Président Kennedy et les Galeries Chagnon. En passant, ils livrent partout dans la grande région de Lévis et de Québec. Visitez la page Facebook de la ressourcerie de Lévis pour en savoir plus. Le 30 septembre prochain, votre station communautaire de Lévis célèbre sa nouvelle antenne et on vous a préparé toute une fête. Au programme jeux gonflables, food truck, yoga pour la famille, porte ouverte et visite des studios. Avec des prestations de Eman, Blooper, Tactica, Psy, Confus, Moon, Sheriff et plus encore. Suivez CJMD 96.9 sur Facebook pour plus de détails. Le 30 septembre de 10h à 18h dans le stationnement de CJMD 96.9, la radio de Lévis. C'est un rendez-vous pour CJMD en fête. Vous démarrez votre entreprise? Vous désirez ouvrir de nouveaux marchés? Ici Stéphane Thériault, vice-président exécutif de la Chambre de commerce de Lévis. Faites comme plus d'1 millier de personnes qui, chaque année, font confiance à la Chambre de commerce de Lévis pour bâtir et consolider leur réseau d'affaires. Devenez membre d'une communauté jeune et dynamique à l'image de sa ville. Joignez sans plus tarder le plus grand réseau d'affaires de Chaudière-Appalaches et faites partie, vous aussi, des acteurs influents de la communauté économique lévisienne. Pour plus d'informations, visitez le cclévis.ca. C'est pas un secret, le Corsaire t'offre la meilleure bière en ville. Le Corsaire est la première et seule microbrasserie certifiée maître brasseur britannique au Québec. Blanche, blonde, rousse, pale ale, bière saisonnière. En plus de nos éditions spéciales, on a tout ce que tu cherches. Après avoir récolté 10 médailles d'excellence aux plus prestigieux concours internationaux, on s'est dit qu'il fallait fêter ça. Viens profiter du soleil sur notre terrasse et découvre un menu mettant en vedette nos producteurs locaux. Découvre le Corsaire Pub sur la rue Saint-Laurent et notre microbrasserie sur le boulevard Guillaume Couture. Au Corsaire, lève ton verre. Participez en grand nombre au gigantesque marché aux puces le 21 et 22 octobre prochain à l'école Champagnat de Lévis. Sur place, plus de 100 vendeurs différents par jour, un encan et un casse-croûte à très bas prix. Pour louer une table, contactez-nous via Facebook Bazar de Lévis. Le Bazar de Lévis pour la maison de la famille Rive-Sud, un incontournable 2 fois par année. CJMD 96.9, la seule et l'unique rock and hip-hop talk radio station. De retour au Fait Maudit avec Jean Cazot. Bon, alors de retour, avant de redonner la parole à Jean Cazot, je vais t'appeler M. Morissette, oui. Parce que là, 2 Jean, je vais te mêler. Je pense que tu veux reposer ta question. Oui, parce que Jean, tu parles, puis c'est bien correct, là, c'est très clair, mais ma question était, si ils nous ont, étant donné qui travaillent notre ADN, ça fait des milliers d'années. Oui. Pourquoi qu'il y a encore autant de maladies, de difformités? Okay. Ils veulent pas faire de nous du monde correct. Je répondais, mais je sais que je suis bien long à répondre. Ma femme me dit la même chose. Ce que j'essayais de dire, finalement, c'est que ça n'a pas toujours été sympathique. Ça n'a pas toujours été pour notre bien, ces modifications-là. C'est ça que j'essayais de dire. Les derniers pas fins, là. Il y a eu tellement de manipulations à gauche et à droite que le résultat a été que si tout ça n'avait pas été, nous serions encore aujourd'hui l'homme de Cro-Magnon. Oh, OK. L'évolution de l'homme depuis l'Australopithèque, il y a 6 millions d'années de ça, jusqu'à aujourd'hui, a connu un bond quantique, un bond affolant, il y a un certain nombre de milliers d'années, à cause des modifications génétiques. D'accord. S'il n'y en avait pas eu, nous serions
aujourd'hui encore des hommes des cavernes. Parce que évoluer comme on le fait en 35 000 ans, ça n'a aucun bon sens. Tu sais, partir de l'homme des cavernes à l'homme des tavernes, partir de nous rendre sur la Lune, puis ainsi de suite, même si c'est pas grand-chose, là, mais c'est incroyable. Tu trouves que c'est beaucoup? Ben, c'est énorme. D'accord. C'est à la fois peu, mais c'est à la fois énorme si on regarde l'évolution qu'on a faite avant. Ça a pris 3 millions d'années pour qu'on gagne 500 cc de notre cerveau. Ouais, c'est ça. Je veux dire, écoute, c'est lent. L'évolution humaine a été hyper lente. Et du jour au lendemain, boum! Tu parles de l'évolution et... Alors, ça explique pourquoi. Oui, c'est ça. Ça explique pourquoi. Mais ça n'a pas toujours été fait dans le bon sens du terme. Puis, dans le livre, je parle d'un monsieur, mais là, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas revu son nom, mais où il explique qu'on est une race, on n'a pas d'affaires ici. On a été trop modifiés, puis on a été modifiés par des gens qui ont mis des trucs qui fait qu'on ne supporte plus la vie sur Terre. Tu marques à un certain moment donné que l'on est de passage, oui. Parce qu'on a la tête trop grosse. On a notamment la tête trop grosse, mais on est... Regarde bien. C'est pas de Villedieu, je parlais, non? Non, pas de Villedieu. Yannick de Villedieu, ça, c'est autre chose. Non, ce que je parle, c'est... Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que tu as des races halogènes puis indigènes. Oui. Alors, oui, tu l'expliques. Alors là, j'explique le castor. Un castor, lui, il n'a pas de trouble. Il passe l'hiver ici, il s'en va en dessous de l'eau, il ressort au printemps, puis il fait chier tout le monde avec ses barrages. C'est bon. Mais il vient d'ici. Prends le castor, envoie-le en Amazonie. Oups, il va faire deux choses. Soit qu'il va être dominant ou il va périr. Parce qu'il ne sera pas capable de supporter la température. Prends un orang-outan de Bornéo, emmène-les ici, dans nos forêts, il va y avoir un faune noir. Ah oui. Jusqu'à l'hiver. Mais rendu en octobre, il va commencer à trouver ça rough. Puis à un moment donné, on va trouver des cadavres d'orang-outan partout parce qu'il va être mort. Il ne passera pas l'hiver. T'sais. Mais regarde la carpe des roseaux, qui est un poisson qui vient du Pacifique, qui vient de l'Asie. Okay. Qui est en train de dévorer, de détruire le fleuve, les grands lacs, et ainsi de suite. C'est un animal extrêmement agressif qui détruit tous nos poissons à nous autres. C'est adapté, lui. C'est adapté. Lui, il est trop fort pour notre environnement. Il est trop fort. Il y en a qui sont pas assez forts, puis ils meurent. Tu sais, un requin, il ne vivrait pas. Un dauphin ne vivrait pas dans nos eaux. Mais lui, la carpe des roseaux, c'est tough, ça. Là, il est trop fort. Il est halogène. Il vient de l'extérieur. Okay. Nous autres, nous nous comportons comme si nous étions une race halogène. On vient d'ailleurs. On n'est pas capable d'aller au soleil. On pogne des cancers de peau. Tu devais une vache, toi, qui pogne des cancers de peau? C'est pas vrai. Tu devais un animal où tu y mets de la crème solaire 30 avant de te sortir de l'étable? Ah, c'est pas. Tu devais un animal, toi, qui a besoin de se faire faire des lunettes parce qu'il fait des cataractes? Ouais. Depuis quand qu'une race indigène d'ici a besoin de lunettes parce qu'il fait trop soleil? Elle peut pas sortir, il fait soleil. Va pas dehors, il fait soleil. Mets-toi de la 30. C'est-tu normal, ça? On est un animal. Est-ce que c'est normal? Non. Il y a quelqu'un qui a fourré nos gènes à l'envers pour qu'on soit pris avec ça. Puis c'est pas rien que ça. On a mal au dos. Le mal de dos. Oui, et le corps à 90 ans, c'est fini en général, là. Non, mais c'est pas rien que ça. On a mal au dos. Oui. Assez jeune. Comme si nous étions dans comme si on baignait dans un univers dont la gravité est trop élevée pour notre ossature. On n'est pas fait pour vivre ici. On est trop lourd. Tu sais, ce qu'on a à supporter, c'est trop lourd. Je parle pas de notre poids, là. Non. Je parle de la façon dont on est construit. Il y a du monde qui vont dire que j'exagère. C'est pas pour rien que j'ai écrit un livre, là. J'explique beaucoup mieux dans le livre ce que je suis en train de dire là. Mais c'est très bien. Et si on suit. Alors, je réponds à sa question finalement. Il était à peu près temps. Il était quasiment midi moins quart. Donc, ma question, nous avons été modifiés et ça n'a pas toujours été dans notre intérêt. Dans le bon sens. Et ça n'a pas été pour nous guérir de maladies. Alors, autrement dit, moi, quand je dis que nous avons été modifiés, je ne fais pas d'angélisme. Non. Tu sais, je dis pas, là, c'est pas, c'est parce que les extraterrestres nous aiment, puis nous ont pampé, nous ont été gentils. C'est pas ça que je dis. Mais je dis pas non plus qu'ils sont hostiles et ils veulent nous manger. Tu sais, je vois pas dans ces directions-là. Dans les extrêmes. Voilà. Mais
tu sais, quand on t'écoute ou surtout quand on t'écoute, la façon dont tu l'expliques, on a l'impression d'être des rats de laboratoire, les humains. Oui. Hein? Ça, c'était dit souvent par des enlevés, par des abductés qui se sentaient comme ça. Oui. C'est comme si on n'avait pas de libre arbitre. On n'a pas le libre arbitre sur a été utilisé. On a été utilisé, il faut le dire. Moi, j'ai pas peur de le dire. Je veux dire, si j'étais un rat blanc de laboratoire, moi, là, puis j'étais écrivain, là, je dirais, sortez de vos cages, sacrement. Oui. Tu sais, vengez-vous, faites de quoi? Ça fait des milliers d'années qu'on vit dans des cages, des laboratoires. On est supposé vivre dans les champs, on est même pas supposé être blanc. On devrait être des vrais rats écœurants. J'en ai rencontré, puis ils ont un fun noir, puis je connais une place craft où ils vendent du fromage, c'est l'enfer. C'est là qu'on devrait être, pas dans un maudit laboratoire qui sent l'éther. C'est ça que je dis aux humains. Mais ça serait comme ça que tu expliquerais la théorie de l'évolution aussi? C'est-à-dire que l'évolution, d'abord, en ce qui me concerne, c'est pas une théorie, là, c'est carrément ça. C'est ce que les gens disent. Oui, c'est ça. Okay. Mais l'évolution, elle va toujours exister, puis même le pissenlit évolue, tout évolue, tu sais. Alors, il y a un télos dans l'univers. Jeu de mots. Lapsus révélateur. Le télos de l'univers, c'est d'évoluer, c'est de grandir. Et forcément, on évolue tous, tout le monde. Nous, notre évolution, elle a été modifiée, elle a été accélérée, considérablement accélérée, avec le résultat que, comme je te dis, aujourd'hui, on est des êtres humains totalement différents de ce qu'on serait si on ne l'avait pas été. Nous sommes la preuve de notre évolution. Ça s'est fait trop vite. Même les anthropologues sont forcés de l'admettre, les paléontologues aussi. Il y a quelque part. Il nous manque 1 million d'années. C'est ça le chaînon manquant? Quand tu dis ça à ces gens-là, ils ricanent un peu parce qu'il y a plusieurs chaînons manquants. Il n'y en a pas rien qu'un. Il y en a plusieurs. On ne réussit pas à faire... mais c'est un peu ça. Dans le fond, là, OK, je ne ferai pas mon fatigant. Là. Oui, tu as raison. Oui, c'est le chaînon manquant. Un des chaînons manquants. Mais c'est ça. Mais tu as raison. C'est le chaînon manquant dans le sens que il regarde, comme je te disais tout à l'heure, l'homme était là, il y a 6 millions d'années, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Ça va bien. Il évolue. Il évolue. C'est ça. Et il n'a pas de bon sens. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu entre les deux? Il y a un chaînon manquant. Enfin, il y en a plusieurs, mais il y a un chaînon manquant. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis on ne le trouve pas. On ne le trouve pas. Chaque fois qu'on trouve des ossements ou ainsi de suite, moi, je ris un peu d'eux autres. Chaque découverte du siècle, il y en a 50 par siècle. C'est ça. Chaque découverte du siècle, il y en a encore. Justement, il y en a encore récemment. D'ailleurs, je le dis dans mon livre, je ne peux pas me tenir à date. Ce livre-là va être... C'est ça que je voulais savoir. J'avais remarqué, tu disais que le jour où le livre sera sur les tablettes, il sera presque pas obsolète, mais je veux dire, il y aura déjà c'est-à-dire qu'au niveau de... pas obsolète, non, mais c'est-à-dire que au niveau des références paléontologiques, il va déjà avoir du nouveau. Et c'est pas des jokes, je l'ai mis sur ma page Facebook. Mon livre était chez l'éditeur, je hurlais. Parce que je venais de sortir une nouvelle qui confirmait des éléments de mon livre. Je peux pas y mettre dedans. Non. La maudite découverte, elle vient de sortir. Il y a une autre découverte du siècle. Ah oui. Mais il y en avait 40 avant que je l'écrive. Là, il y en a 41. Mais le livre est parti, là. Mais un livre est correct au moment où il est écrit. C'est ça. Après ça, les choses continuent à évoluer. Puis faut pas que tu penses... C'est pas ta faute, là. Non, c'est pas... Faut que tu penses quand t'envoies un livre, là, il paraît pas tout de suite. Là, ça peut prendre un an, là. Oui, exactement. Il s'en passe des affaires pendant un an. Peu, Donc, le fait que tu oublies ce que tu as écrit aussi. Mais c'est ça. Alors, l'évolution, comme telle, elle se continue. Mais elle a connu un bond incroyable. Et je l'explique, ça. Oui. Ça, j'ai pas des preuves, mais j'ai des éléments pour le soutenir. Oui, c'est ça. Puisque tu parles des bons, tu sais, on a été manipulés par différents extraterrestres comme nous ici, on va parler des races. Oui. Hein? Bon, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Bon, il y a des races d'humains, il y a des races d'extraterrestres. Est-ce qu'il y a des mixages entre les humains et les extraterrestres? Ben, c'est que ça. C'est que ça. C'est que ça.
Tu sais, je veux dire... Mais, excuse Jean, je me trompe-tu ou me semble qu'à un moment donné, tu écris « Chez les humains, il n'y a pas de race ». C'est ça. C'est ça, hein? Oui, ça, j'ai pris... j'aurais pu laisser faire ça. Puis, à un moment donné, j'ai failli l'enlever, ce chapitre-là. Puis là, après ça, j'ai dit non. Ça, faut que ça reste, ça. Et je fais juste expliquer que c'est quoi une race. Mm-hmm. Parce que je me suis dit, là, il est temps qu'on mette... tu sais, moi, la magie des mots et le pouvoir des mots. Oui. Le mot race n'est pas un terme scientifique. Le terme race n'existe pas en science. Ça n'existe pas. Non. La science, quand elle s'occupe de nous définir, il y a un mot pour ça, c'est la taxinomie ou la taxonomie, un des deux. C'est ça. Ça, c'est quand tu étais en biologie, puis à un moment donné, il disait, voici une fleur, la Paris japonica utérus. Bon. Très, très connu. Très, très connu. Oui. Et tu regardes, et ça, tu te dis, pourquoi il appelle ça en latin? Tu sais? Parce que nous, on a appris c'était des pissenlits, des lys, puis des roses, puis ainsi de suite. Ouais. Mais les scientifiques, eux autres, ils vont te dire, j'avais un oncle qui était comme ça. Puis il disait, ça, c'est herbimalus, puis whatever. Mon mari est ingénieur forestier, puis je vois des choses dans... Oui, il dit ça, puis là, il me sort l'autre nom scientifique. C'est parce qu'il fait de la taxinomie, ton mari. Ouais. Parce que c'est un scientifique, alors, il nomme les choses par leur nom. Ça. Leur vrai nom. Il y a des dictionnaires que c'est juste ça, tu comprends rien, ça. Mais c'est ça. C'est ça. Puis ils vont dire non vulgaire de la plante, vulgaire, en voulant dire qu'on est toutes des bombes, non vulgaire de la plante, rose, pissenlit. Tu sais, bon. Alors, la taxinomie, quand tu regardes ça, c'est fantastique, parce que si tu regardes l'humain, la fiche est ça de longue, là. Puis là, ça dit, on est, les chordata, puis les mammalia, puis ainsi de suite, puis le sous-embranchement puis t'arrives à la fin, puis c'est de l'espèce Homo sapiens, famille homonidée, puis tout le kit. Erectus, tout ça. L'Homo erectus, exact. Le mot race, il n'y est pas. Il n'existe pas. Il n'est pas là. Ça, c'est une invention de l'homme. C'est une invention sociale. C'est un terme social. C'est un terme, tu as remarqué, c'est un terme philosophique. C'est un terme philosophique, un terme social. C'est une façon de voir les choses. Oui. Et d'ailleurs, la preuve, un berger allemand, un Saint-Bernard, c'est-tu des races, ça? Ou c'est des chiens? C'est des chiens. Hein? Canis, Rex. Lupus. Lupus, oui. Canis lupus familiaris. C'est le vrai nom, c'est le nom scientifique du chien. Oui. Canis lupus familiaris. Oui. Et c'est tout. À ça que tu aies un poodle, que tu aies un Saint-Bernard ou un chihuahua, c'est un Canis lupus familiaris. Point final. Il n'y a pas de race. Il n'y a pas de race de chevaux. C'est un équus. Autre chose. C'est ça. Puis il n'y a pas de race d'humain non plus. T'sais. Même si, puis il dit, mais les noirs, les noirs. Un ours noir, un ours blanc, c'est pas des ours, ça? Ben oui. Hein? C'est des races différentes. J'aime beaucoup ce chapitre-là, cette partie-là. Ben ça, il faut mettre ça au clair. Parce que ça fait réfléchir aussi les gens. Arrêtez de toujours mettre des mots qui ne sont pas les bons mots au bon endroit. Ce sont des mots faux. D'ailleurs, l'eugénisme et c'est ce qui est à la base, finalement, du racisme. Ben oui. C'est ceux qui ont inventé le mot race. Ça a été juste Coca-Cola, là, tu sais. Exact. Pire, non, mais allons. Puis pire que ça, là. Non, mais bien avant, dans les années 20, ce qui a donné naissance au nazisme, ce qui a donné naissance à la théorie, aux théories racistes contre les Juifs, notamment, et les Noirs, surtout, les deux, c'est des théories racistes basées sur le fait qu'il y a des races. Il n'y en a pas de race humaine. Il y en a de race. Il n'y en a pas. C'est pas vrai. Il n'y en a pas. Il y a une race humaine. Puis c'est même pas une race. C'est même pas vrai. T'sais. Non, le QI aussi, c'est de la bullshit. La QI, c'est une prise en charge de connaissances académiques. Voilà. C'est ça. Académiques. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Non, pas du tout. Quelqu'un qui est en Afrique, qui se débrouille dans sa brousse et même plus brillant que certaines personnes qu'on croise des fois. Mais si tu demandes, on se comprend? Oui, mais si tu demandes 3 x 2 moins 4, ça se peut qu'ils ne répondent pas parce qu'il n'a pas appris à compter. Il ne sait pas. Et ça s'apprend, ça. C'est ça. Alors, toujours est-il que... oui, c'est ça. La question des races... mais il y a des races. Il peut y avoir des espèces extraterrestres différentes. Bon, on parle d'espèces. Oui, j'aime bien. C'est ça. On parle d'espèces. Ce sont des espèces. Encore là, le choix du mot.
important. Tu sais, c'est important. Moi, genre, concernant les races, justement, qui n'existent pas, j'ai une question pour toi, genre, tout le monde en parle. Tu as écrit « Quel peuple actuel peut prétendre être de souche blanche, intacte et pure, comme c'est le cas pour les Asiatiques et les Africains? Aucun, même pas les Scandinaves. Oui. » Pourquoi tu parles de Scandinaves? Parce que tu l'expliques pas, ça? Oui, c'est parce que les Scandinaves sont les représentants sur la planète qu'on estime être le plus proche du prototype de l'espèce nordique ou l'ethnie nordique. Parce que j'ai dit qu'il n'y a pas de race, je ne commencerai pas à tomber dans mon propre piège. Il faut faire attention. Oui. C'est ça. Mais tu as les négroïdes, tu as les caucasoïdes et les mongoloïdes. Ce sont les 3 sous-espèces, souches, qui sont vraiment différentes, dans le sens que les mongoloïdes, ce qu'on appelle les Asiatiques, ont tous quelque chose en commun que les autres n'ont pas. Alors, on le sait, la plupart sont imberbes, ils vont avoir les hybridés, puis des choses du genre. La forme du nez. Oui. Les négroïdes, on le sait, les cheveux plus crépus, les narines épatées, c'est ça. Et d'autres, la peau, évidemment. Ils sont assimilés au milieu où ils vivent aussi. Non. Ça, je crois pas à ça. Non. Tu crois pas ça? Non. Parce qu'ils sont au soleil, ils sont devenus noirs. Bullshit. Okay. Ah, non, je crois pas à ça. C'est complètement absurde. C'était logique. Ça va prendre un autre livre. Ça fait pas plus logique que ça, parce que je dis pas parce qu'il fait bien soleil qu'ils ont la peau noire. C'est ridicule. Non, c'est pas ça, je veux dire. Ils ont la peau noire, c'est pas parce que... Non, c'est pas ça, je veux dire. C'est que c'est le milieu pour se protéger. Non. C'est ce qu'on entend dire. Il y a d'autres explications à ça. Et c'est la race extraterrestre qui s'est occupé d'eux autres versus les autres. C'est ce que tu racontes, hein? Ben oui. Alors, tu me feras pas dire que c'est parce qu'il fait soleil, tu sais. Je reviendrai pas sur mes affaires. Mais, sur le plan, mais j'étais en train de dire que, les négroïdes, on le sait, alors, puis les caucasoïdes, ils ont une peau plus pâle, les cheveux plus blonds, puis les yeux plus... Alors, c'est pour ça que je dis la Scandinavie, je reviens à ton affaire. D'accord. Les Scandinaves sont blonds roux, ils ont une peau très pâle, les yeux bleus-verts. Ils ont ça. Mais il n'y a pas de véritable ethnie nordique aussi nordique qu'il va y avoir des Noirs aussi noirs que noirs. Tu vas prendre en Érythrée, les Érythréens, et même, je te dirais, là, pas loin de l'Éthiopie, puis l'Abyssinie, puis ces coins-là, les Noirs sont noirs en joual vert. C'est pas brun, là, sont noirs. J'avais fait un travail en biologie génétique dans le temps, au cégep, et les Noirs, il y avait ils ont calculé, et il y a 64 sortes de couleurs noires chez les Noirs. C'est ça. Mais il y a un noir qui est vraiment noir, tu sais. T'as de blanc à tout à fait noir. Puis les Asiatiques, t'en as qui sont asiatiques graves, là, tu sais, puis ils ont tout à la perfection. Mais les blancs, là, vraiment blancs, il y en a presque pas. Mais parlant on est la race, on est l'ethnie la plus mélangée de toutes. Mais parlant de asiatiques, t'as écrit que les Asiatiques, v'là quelques années, il y avait beaucoup de noirs et qui n'étaient pas jaunes. Ouais, est-ce qu'ils ont exterminé? Je vais laisser le lecteur découvrir ça. Sinon, on n'aura pas le temps de passer tous les sujets. Non, mais je comprends sa question, mais mais j'aime ça. C'est un stand. Ça m'a épaté. Je connaissais pas ça. On va laisser le lecteur découvrir ça aussi, parce que je l'explique dans le livre. Si les extraterrestres, depuis le début, ont fait autant de mixage, énormément. Puis ça a continué. Est-ce que ça veut dire qu'on a du sang extraterrestre? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas du sang extraterrestre. Parce que... OK, tu viens d'où, toi? Du bas du fleuve. OK. Puis toi? Montjoli. Ouais. Non, moi, je viens de écossais puis irlandais. Non, mais... Oui, mais là, t'es... je t'ai adopté. Okay. Bon, c'est une façon de parler. As-tu du sang rimouskois? Un petit peu d'eau salée, non. Ouais. Est-ce que l'ADN a une adresse? Non, je crois pas. OK. Des humains, la race humaine, l'espèce humaine. L'espèce humaine, qu'elle vienne de Paris ou qu'elle vienne de Mongolie, il n'y a pas de gène, il n'y a pas un segment d'ADN sur lequel c'est écrit « Moi, je viens de... » Betelgeuse. L'origine n'est pas inscrite dans l'ADN. C'est ça. Alors, si tu es un humain, que tu aies vu le jour sur une autre planète, qui va modifier des aspects de ta
de ton corps, ça, c'est une chose. Mais il n'y a pas un gène martien, il n'y a pas un gène des Pléiades, il n'y a pas un gène... il n'y a pas de gène extraterrestre. Ben, c'était la question, parce que les gens vont se poser la question. Ouais, c'est une origine. Il y en a qui vont dire, ben oui, si on a été modifié par des extraterrestres, ça paraîtrait dans notre ADN. Faux. En fait, ça paraît, mais on ne veut pas le voir. Je veux dire, je l'ai expliqué tout à l'heure. Va au Musée de l'Homme à Paris ou à celui de New York, parce qu'ici au Canada, on ne connaît pas ça, des musées de l'Homme. Là. On n'est pas très porté sur la question. Mais un musée d'histoire naturelle, il y en a un à Ottawa, mais c'est pas fort. Un musée d'histoire naturelle, ça me manque dans notre culture. On n'a pas ça ici. Quand tu vas dans ces grandes places-là, là, tu vois les hommes, là. Tu vois l'Australopithèque, puis promène-toi dans les allées vierges, puis là, tu vas voir. À un moment donné, ça fait « oups, boum ». Il y a un écart, là. Tu sais? Bon, c'est là qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose, puis c'est là qu'il y a des vitrines vides, là, parce qu'il y a des chaînons manquants. Mais il y a une chose que tu vas remarquer, par exemple, c'est que c'est le dernier squelette le plus récent qu'on a trouvé, là, on parle de l'homme de Cro-Magnon, qui soit né sur Terre ou qui soit né sur une autre planète similaire à la Terre, il n'y a rien dans ces gènes qui va nous dire de quelle planète il vient. OK. Il n'y a rien. L'ADN tient compte du milieu, tient compte de l'évolution, tient compte de caractères physiques, hérités, non hérités, implantés, modifiés, oui, mais jamais l'origine. On ne saura jamais, en analysant ton corps, que tu vas donner à la science, on ne saura jamais, Marie-Pierre, Isabelle, arrête de rire. On ne saura pas que t'es né. On ne saura jamais que t'es né dans le bout du fleuve, là. C'est pour ça que je me fais brûler. Mais on ne saura jamais, là. Par rapport à moi qui est né à Québec, jamais, oublie ça. Tu vas te réincarner plus vite. Puis on ne saura jamais le gars qui est né à Paris. Regarde, son ADN nous dit qu'il est né à Paris. Voyons donc. Il n'est pas plus fin, puis il n'est pas meilleur que nous. Non, mais c'est pas ça, mais c'est que ça ne dit rien sur l'origine. Alors, c'est pour ça qu'à la question, est-ce qu'on a de l'ADN extraterrestre? Ça n'existe pas. C'est bon. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'ADN terrestre, puis de l'ADN extraterrestre, puis de l'ADN lunaire, puis de l'ADN... Il n'y en a pas. Je pense tout à coup à la série X-Files, où je m'oublie le nom de la fille à un moment donné. Scully, elle croyait qu'elle avait justement du sang extraterrestre, où il y avait une petite fille, des trucs comme ça. Ce qui m'emmène à te dire quelque chose que j'étais en train de dire tout à l'heure. J'ai été brutalement interrompu par une pause publicitaire. Puis l'autre, elle s'en vient. Non, là, ce coup-là, j'y vais. Dans Star Trek, quand tu regardes ça, ça se passe des milliers d'années en avant, des centaines d'années en avant. 2600. Ouais, c'est ça. C'est encore, on projette notre futur à nous. Alors, les gens se battent encore avec des lasers puis des civils. Bon. Moi, je crois que lorsque des civilisations très avancées, très évoluées arrivent en quelque part, ils sortent pas les guns, ils sortent les seringues. Ils prennent le peuple qu'il y a là, puis ils le modifient. Mais il y a des humains qui auraient été attaqués par des extraterrestres. Non, tu mêles tout, là. Laisse-moi finir. Tu arrives sur une planète, une autre planète, tu es très évolué, t'attaques. Non, ça, les humains attaqués? Non, je crois pas à ça. OK. Ça, je crois pas. Ben, il y a eu des cas qui, apparemment... J'y crois pas. Auraient été attaqués. Oui, non, mais je n'y crois pas. Okay. Continue ton histoire, parce que là, j'ai gagné 5 minutes avec Isabelle pour retarder la pause. Je vais me battre avec lui. Non, j'y crois pas à ça. OK. Mais au lieu de les anéantir puis faire comme nous autres, on a fait avec les Indiens, là, Christophe Colomb, on a pris ces gens-là, puis on les a modifiés à notre convenance. On a introduit dans leur ADN des marqueurs génétiques qui vont faire qu'ils vont devenir dociles, vont devenir fins, puis vont devenir plus grands, plus forts. On va s'en servir comme esclaves. Si Christophe Colomb avait fait ça avec les Indiens, ça aurait été plus brillant que les massacrer, ou nous autres leur donner des couvertures pleines de poux avec des maladies dedans, tu sais. Ouais. Alors, pour s'en débarrasser. Moi, je trouve ça dommage, parce que peu importe où on va, on parle du passé, et là, on parle dans peut-être 300 ans, on parle encore qu'on va nous manipuler pour faire ci ou pour faire ça. Oui, mais selon l'Ivageant, c'est déjà mieux de se faire massacrer. Oui, mais il me semble que manipuler. L'idée du rat m'intéresse moins. Oui, non, mais je comprends, mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est des niveaux d'évolution. Alors, il y a des extraterrestres bêtes comme le pied qui sont venus ici. Là. Ça, je dis, il faut arrêter de faire de l'angélisme. Là.
Mais il faut arrêter aussi de faire de la conspiration puis s'imaginer c'est des reptiliens qui mangent nos enfants. Faut pas aller dans les extrêmes. Mais selon Yves Agent, c'est fini leur expérience. Oui. Là, on s'en va vers du meilleur. C'est ça. C'est ça, oui. C'est ça que j'ai hâte d'entendre parler. On en reparlera après la pause. Après la pause, oui, Jean. J'en veux pas. Hey yo, y'en a pas de pression. Appelle ton partenaire, appelle ta meuf. Vous mettez ça au 96.9. What? Ton boy SP. FUWCE accent grave. J'ai le demande à la clare ensemble. Ici Webster, le vieux de la montagne. C'est confus. Yo, c'est Big Lou et Bob Bouchard. SOULDIA. Ici SAYE. Yo, ici Paradox. Vous écoutez CJMD 969, la radio officielle du Southside. Il y a maintenant un nouvel endroit où magasiner à Lévis. Meubles usagés, le bazar de Lévis est désormais bien installé au 5020 boulevard Guillaume Couture à Lévis, juste à côté de Lévis Subaru. Ils ont un inventaire de petits trésors que vous ne vous lasserez pas de fouiller. Antiquités, électroménager, vêtements, jouets, ils ont de tout. Venez faire vos découvertes au 5020 boulevard Guillaume Couture ou donnez une deuxième vie à vos objets en appelant pour le service de collecte gratuit au 581-922-6174. 581-922-6174. Tu veux devenir chargé de projet ou bâtir ton propre événement? Le CFP Maurice Barbeau va changer ta vie. Clique sur manouvellecarrière.com et réserve vite ta place. Conférences, accompagnement personnalisé, matériel pédagogique, réseautage. Tu auras toutes les compétences et les contacts pour organiser et administrer des événements. Les cours se donnent en soirée, sont même disponibles en ligne situés à l'extérieur de Québec. Ça commence dès le 12 septembre. Pour un contact direct avec l'industrie de l'événementiel, visite vite manouvellecarrière.com. Manouvellecarrière.com, ça va changer ta vie. Le Vintage Tatouage Coiffure et Esthétique. Une entreprise dynamique où règne une équipe jeune et passionnée avec plus d'une dizaine d'années d'expérience. Toujours à l'affût des dernières tendances et soucieux d'offrir des services au goût du jour, votre satisfaction est leur priorité. Que ce soit pour une nouvelle tête, une pose de cils, une manucure, un tatouage ou tout type d'épilation, le Vintage est l'endroit par excellence pour prendre du temps pour soi dans un contexte chaleureux et accueillant. Prenez rendez-vous au 88 903 1700 ou visitez le www.salonvintage.ca. Le Vintage Tatouage Coiffure et Esthétique, 2212 boulevard Guillaume Couture à Lévis. 88 903 1700. Le 30 septembre prochain, votre station communautaire de Lévis célèbre sa nouvelle antenne et on vous a préparé toute une fête. Au programme Jeux gonflables, food truck, yoga pour la famille, porte ouverte et visite des studios. Avec des prestations de Eman, Blooper, Tactica, Psy, Confus, Moon, Sheriff et plus encore. Suivez CJMD 96.9 sur Facebook pour plus de détails. Le 30 septembre de 10h à 18h dans le stationnement de CJMD 96.9, la radio de Lévis. C'est un rendez-vous pour CJMD en fête. Bonjour, ici Noé Talbot, en direct de Lévis. Moi, on dit que j'aime ça venir à Lévis. Il y a plein de choses à faire. Comme passer par Lévis pour aller à Québec. Vous écoutez mon dernier extrait de Matane. J'ai failli l'appeler Québec-Lévis, mais là, je me suis dit que le monde de Montmagny serait jaloux. Il était pas question que je l'appelle Montmagny. Fait que je l'ai appelé Matane. Vous écoutez Noé Talbot sur les ondes de CJMD. Il resterait qui sur le quai, sûrement pas Dieu. Vous rêvez de lancer votre entreprise. Service Conseil Arod. Vous souhaitez augmenter votre productivité. Service Conseil Arod. Spécialiste en lancement d'entreprise et restructuration à l'interne. Nous sommes là pour vous simplifier la vie. Plan d'affaires, marketing, gestion interne, prévision budgétaire, permis et cours, gestion des relations d'affaires, droit. Service Conseil Arod. Nous vous aiderons à créer l'entreprise de vos rêves et à en faire une référence dans son domaine. Jusqu'au 15 octobre, profitez de 20% de rabais sur tous nos services. Contactez-nous au 88 928 92 92 pour une rencontre gratuite d'évaluation de votre projet. 928 92 92. Service conseil Arod, les affaires simplifiées, garanties. Ou visitez scarod.ca. scarod.ca. 96.9. L'alternative radiophonique. De retour avec Jean Cazot au Fait Maudit. Fait Maudit. Monsieur Morissette, je te laisse la parole. Je pense à des questions aussi pour Jean. Merci beaucoup, Marie. Jean, dans ton chapitre, nous ne sommes pas encore propres.
C'est à lire, ça. Tu nous dis que les enquêtes ufologiques, il n'y a aucun pas qui a été fait depuis 1947. C'est vrai. Alors, quel serait le meilleur moyen d'enquêter selon toi? Puis qu'est-ce que tu penses des cours en ufologie? Ouais. Hein? Tes cours? Oui, j'ai manqué ça quelque part. Non, je n'ai pas parlé de ça dans mon livre. C'est une question qui veut... Non, c'est une question... C'est une question pour lui. Okay. Ouais, j'extrapole. Mais il nous dit quand même qu'il n'y a aucun pas qui a été fait depuis 47 ans. Ouais. Pourquoi non? Pourquoi non? Moi, j'ai suivi l'actualité ufologique depuis les années... ça fait 50 ans, là, je suis tanné de le dire. J'ai hâte à l'année prochaine que je puisse dire 51. Ouais. J'ai suivi ça. Et quand j'ai commencé à suivre ça, j'ai regardé ce qui s'était fait avant, tu sais. Et on n'a pas bougé. On en est encore à peu près au même pied. Moi, j'ai essayé d'introduire une nouvelle dimension dans un livre qui s'appelle « Révélations spectaculaires sur les faits maudits » en parlant des rencontres spectrales. Ça, je sais pas, peut-être dans 100 ans, ça va pogner. Là. Quelqu'un va allumer. Mais c'est tout. Il n'y a pas, non, il n'y a rien. Moi, j'abandonne presque l'ufologie. Là. Je dis, ça m'intéresse plus. C'est ton champ du signe, ça? Ouais, c'est mon champ du signe, ça. Ça m'intéresse plus. Il n'y a plus... Je dis, quand bien même un gars m'arriverait avec un dossier comme ceux que j'ai eus, ben, j'ai travaillé ces dossiers-là. J'ai publié un livre dessus. J'en ai parlé. Je vais faire un documentaire à la télé dessus. Ça change rien. Comprends-tu? Moi, je suis pas là pour avoir du fun. Je suis pas un weekender, moi. Je suis pas un gars qui part puis qui s'en... Tu sais, les gens, ils s'amusent à faire des choses à terre là, avec ces appareils. Détecteurs de métal. Ça, c'est un loisir. C'est un hobby. Tu fais pas ça pour gagner ta vie. Là. Non. Bon, c'est un hobby. Je serais pauvre en maudit. C'est ça. Mais ça, c'est correct. Ils s'amusent avec ça. Ben moi, l'ufologie, c'est pas ça. Là. Non, c'est plus profond. Ben, c'est une raison de vivre. Ouais, alors, si le fait d'en parler, ça fait pas évoluer la cause plus que ça, ben, fuck it. Ben, t'avais parlé à un moment donné d'ufologie moderne et tu m'avais dit que moi, j'étais là-dedans et je t'en avais remercié. Oui, et c'est vers ça qu'il faut qu'on s'en aille. Ouais. Plus vers les métals et boulons. Ah, oui. Non, on est un peu plus... C'est fini, ça, là. C'est fini, ça. C'est fini. Ça. Alors, les cours d'ufologie, ben, écoute, qui en donne? Ben, j'ai publié un guide, puis je crois tellement plus à l'utilité de ça que je l'ai fourré sur mon site, il est gratis. Moi, ce que je crois, c'est que, comme beaucoup de chercheurs, dont tu fais partie, dans 10, 15, 25, 50 ou 60 ans, on parlera possiblement de tes livres comme quelqu'un qui est arrivé avec des concepts et qui s'avère à cette époque-là. Avant-gardiste. Mais qui était avant-gardiste. Faut se dire une chose. La recherche n'évolue que si les chercheurs évoluent. Exact. Parce que la recherche, ça se fait pas tout seul, ça. La science, ça n'existe pas, ça. Moi, tu as déjà rencontré un monsieur science, là, quelque part, ou une madame science, ça n'existe pas, la science. C'est des scientifiques. Et les scientifiques, c'est des hommes, c'est des femmes. S'ils évoluent pas, la science évolue pas. Et l'ufologie, c'est la même chose. L'ufologie, ça n'existe pas. C'est du monde. C'est des ufologues. Sont-ils tout encore barrés sur le même plancher? Si c'est ça, l'ufologie, elle n'existe pas. Elle n'évolue pas. Je crois que ce sont les scientifiques qui, un jour, vont découvrir des choses et tes livres seront sans doute comme des références. Les scientifiques vont à leur vitesse. Et ils font bien d'aller à leur vitesse, parce que c'est ça qui fait qu'on a des voitures, des micro-ondes, puis puis que ça a une station de radio qui émet. Ça prend des scientifiques pour ça. Et c'est correct qu'ils prennent leur temps. On n'a pas besoin des scientifiques en ufologie puis dans le paranormal. On deal avec du subjectif. On ne peut pas demander à un UFO de se poser à telle heure, à tel endroit pour qu'on puisse l'analyser. On ne peut pas demander de recommencer son swing au-dessus de la maison. On ne peut pas. Le scientifique exige ça. Mais qu'il reste chez eux, on ne peut pas. On va passer à autre chose, on prend un autre appel. On ne peut pas faire affaire avec la science dans ce domaine-là. Tu viens justement de parler de paranormal et à un moment donné, des morts, tu parles des morts et des ovnis dans le même texte. Alors, peut-on parler des morts et des ovnis dans un même texte? Et là, ça me faisait penser que on a... C'est ce que je fais au fait. On n'a plus peur des extraterrestres qu'on a peur des morts. C'est le rôle est renversé. Oui, mais en fait, c'est les femmes qui ont peur des extraterrestres, mais qui adorent parler des morts. Moi, j'ai remarqué ça. Les femmes, en général, vont être très proches de la question des défunts, puis de leur grand-maman qui est morte, puis ces affaires-là, puis qui ont vu des esprits, puis des entités.
Les gars, eux, vont parler des UFO, des ovnis, puis des extraterrestres. Parce qu'ils sont plus émotionnels, les femmes, c'est ça? Je pense qu'ils sont... C'est le caractère féminin. Ben, vu qu'ils ont mis généralement Nemoa avec un enfant. Ils sont plus proches de ce qui vit que d'une bebelle. Tu sais, en tout cas, moi, pour avoir vu les deux, les E.T. et les morts, j'ai moins peur des E.T. que des morts. Parce qu'il y en a des pas fins non plus. Ça, c'est pas pareil. Tu dis qu'eux autres. Mais je parle du monde normal, là. Pas du monde tout croche comme toi et Isabelle qui voit des affaires partout. Je vais tout de même me défendre. Laisse-moi faire. Pas pire, Isabelle, on est deux là-dedans. Ouais. Vous avez été mes invités tous les deux et vous savez que je blague. Oui, je sais. Jean, Monsieur Morissette, t'en es où, là? Moi, je suis au territoire interdit. Tu as écrit. C'est en 2009 que je suis tombé sur une photographie illustrant avec exactitude l'endroit visité. Il est connu sous le nom de Ziggurat-dur, D'-UR. Oui. À son sommet, toutefois, il y avait un symbole de métal poli. Oui. Ma question, peux-tu élaborer plus, s'il te plaît? Parce que selon ce que tu écris, ça serait sur la planète Mars. Oui, je sais que c'est... Il me semble pour moi qu'il manquait quelques explications. Oui, non, c'est raide un peu. C'est parce que ça se situe, ça, ce que tu viens de dire là, dans le cadre d'un vol de nuit. C'est ce que j'explique. Okay. Ouais. Alors, c'est un vol de nuit, c'est une espèce d'expérience psychique, une sortie du corps. Tu sais, c'est pas un voyage physique. Là. Okay. Un voyage astral. C'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai eu ça, ce nom-là, mais c'est correct, ça va faire plaisir. Sortie hors corps. Ouais, c'est parce qu'il y a des gens qui sont encore avec ces terminologies. Mais ça a l'air que c'est pas la même chose. Je l'ai dit jeudi. C'est pas pareil. Alors, ton ziggurat, c'est une structure, architecturale qui vient de Mésopotamie. En Mésopotamie, voilà, on retrouve des ziggourats comme on retrouve des pyramides en Égypte. Oui, alors, absolument. C'est une autre forme. C'est pas la même chose, ni ce qu'on retrouve au Nouveau-Mexique. Oui. Pas au Nouveau-Mexique, mais au Mexique, et ainsi de suite. Alors, le ziggurat, moi, quand j'ai vu ça, en voyage astral, j'appelle ça comme tu veux. Mais sur Mars? J'avais 4 ans. De moins un break, là. OK. Bon, puis je l'ai dit. Dans ce temps-là, on entendait parler, excusez-moi, Dieu, c'est fort. On entendait parler plus des Martiens. Dans ce temps-là, on ne parlait que de ça. Je l'explique dans le bouquin. Oui, oui. Mars. Le terme martien nous vient du 19e siècle. C'est de là que ça vient, puis je l'explique très bien. Il y a des livres là-dessus. C'est ça. C'était très populaire dans ce temps-là. Aujourd'hui, plus personne ne parle de ça. Mais à l'époque, on parlait des Martiens comme une vraie civilisation. Les gens ne réalisent pas ça. Parce qu'un astronome avait vu comme des canaux, puis ils se sont dit, ça y est, il y a une civilisation. C'est ça. Les canaux de Mars. Alors, toujours est-il que moi, quand j'avais vu ça, je me sentais sur Mars. Parce qu'à 4-5 ans, c'est peut-être le seul nom que je connaissais qui était... Bon. Mais je l'ai très bien vu. Je le revois, on en parle, je le revois là. Je l'ai revu plus tard, adulte, et c'est plusieurs années après, sur Internet, que je tombe sur ma bâtisse, puis je dis, qu'est-ce que c'est ça? Voyons donc, c'est exactement ce que j'avais vu, marche pour marche. Puis là, je vois ce ziggurat, un ziggurat qui avait été de UR, la ville dure. De la ville dure, c'est ça. C'est ça, de la ville dure, qui était pas loin en Irak, dans ce coin-là. Ouais. Mais là, j'ai dit, ça y est. Alors, je me suis dit, ceux qui ont dit aux Uriens comment construire leur ziggurat, ils venaient pas d'ici, là. Ils venaient carrément pas d'ici, parce que moi, je l'ai vu ailleurs, cette affaire-là. Alors, j'explique ça dans le cadre du livre. Parce que je cite mes sources, j'ai tout un cheminement de pensée dans ma démarche, comme je disais au début de l'émission. Alors, il y a mes expériences à moi. Je trouvais que ça serve à quelque chose. Il y a le bestiaire mythologique, les channelers, qu'on parlera dans 3 semaines. Bref, il y a plusieurs sources que je cite pour en arriver à ma conclusion, dont celle-là, et qui est une expérience personnelle.
M. Morissette, ce que tu viens de dire me faisait penser un peu à tu sais, les ziggourats, tout ça. Un peu partout sur la planète, sur les continents, même ceux qui sont disparus, il reste des vestiges comme quoi ils sont venus nous voir. Et à un moment donné, tu racontes qu'ils sont allés un peu partout, mais nous autres, en Amérique du Nord, il n'y a pas de vestiges. Ouais. Est-ce qu'on est un peu les il y en a moins. Laissés pour compte. Non, il y en a moins. Il y en a pas. Est-ce qu'on n'est pas assez intelligent? Est-ce qu'on n'était pas assez intelligent? Non, je ne sais pas, mais c'est un fait que quand tu fais une carte des endroits où il y a des vestiges extraordinaires, tu en retrouves en Amérique du Sud, oui, bien sûr. Le Mexique, l'Amérique du Sud aussi, mais pas toute l'Amérique du Sud, là. Particulièrement le Pérou, la Bolivie, tu en retrouves là. Après ça, tu en retrouves en Égypte, quelques parties de l'Afrique, tu en retrouves au Moyen-Orient, tu en retrouves là, et c'est tout. Presque toutes à l'équateur. Tu sais, ils sont toutes situées portion sud. Il n'y a pas grand-chose. En Amérique du Nord, c'est curieux parce qu'il y a 85 000 ans, quand les ethnies mongoloïdes ont traversé, puis que l'isthme de Bering s'est effondré, ils étaient prisonniers ici. Fait qu'ils sont arrivés ils ont taponné sur l'isthme longtemps, là, mais ils sont pas mal tous arrivés en même temps, dans le sud comme dans le nord. Pourquoi les Amérindiens du sud auraient eu le génie de construire des pyramides aussi extraordinaires que ça? Teotihuacan. Oui, c'est quelque chose, ça. Que j'ai jamais su prononcer. Je suis capable d'écrire sans faire de faute ou pas capable de le prononcer. C'est fabuleux. Oui, ça se promène là-dedans. Qu'est-ce qu'on a en Amérique du Nord? Rien. Des tentes de peau de bison. Ouais. C'est ça. Alors, il manque quelque chose, là, quelque part. On a des petites structures encavées. On n'était pas assez intéressant pour les extraterrestres. Il y a quelque chose qui manque. Ça, c'est clair. Clair. Et sais-tu que c'est ton livre qui nous fait penser à ça? Parce qu'au début, on ne réfléchit pas. Hein? Il y a autre chose. Il n'y a pas rien que ça. Les Aztèques, pas bien plus évolués que les Iroquois. Non. Quand tu regardes leur comportement, le comportement des Aztèques, c'est une gang de sauvages puis de barbares, ça. C'est pas plus fin que les Iroquois là, qui massacrent à tout venant, puis les Apaches, les Sioux. Les 23 hommes de Pizarro, ils ont exterminé des peuples parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des grosses rivalités entre familles. Là. Alors, les Indiens... Il ne faut pas penser que parce qu'ils avaient des pyramides extraordinaires, qu'ils étaient plus évolués comme peuple que les Apaches, les Sioux ou les Hurons puis les Iroquois. Mais il y avait chez eux des gens plus évolués. C'est ça. Alors qu'en Amérique du Nord, on dirait que ça ne les intéressait pas. Est-ce que c'est le climat? Soyons, hein? Nous autres, on a eu des kilomètres et des kilomètres de glace avant que ça parte. Il y a ça, tu sais. Oui, la glaciation, c'est affreux. Est-ce que la glaciation a effacé ça, je crois à ça. Ça qui efface ça, je crois à ça. Okay. Parce que tu dois être au courant qu'au nord-est du Québec, il y a une ancienne forêt tropicale. Oui. Qui dit ancienne forêt tropicale, il devait avoir du monde là. À un certain moment donné, mais il ne reste rien. Alors, ça a été effacé. Alors, est-ce que la glaciation aurait tout effacé les traces? C'est possible. Mais, chose certaine, il n'y a plus grand-chose à chercher en Amérique du Nord côté vestiges extraterrestres. Par contre, il n'y a pas eu de glaciation en Amérique du Sud. Ça a du sens. Alors c'est sûr que ça joue. Ça a un impact. Oui, c'est OK, parce que je me posais la question, je disais, pourquoi? Mais j'avais pas pensé à la glaciation et la descente des glaciers. Kilomètres au-dessus de nos têtes. Oui, mais quand on regarde le Grand Canyon, ça a dû râper pas mal. Et c'est pour ça que j'ai un chapitre. Ça, c'est le contraire. Ça a été creusé, ça. C'est pour ça que j'ai un chapitre complet dans le livre sur l'Atlantide. Oui, c'est ça. Oui. Parce qu'ils se sont installés quelque part, ces êtres-là. Ils ne sont pas arrivés par autobus voyageur, puis faire quelques modifications, puis repartir. Ils sont restés. Là. Ouais, est-ce qu'il aurait été un peu plus dans ce qu'on appelle maintenant l'océan Pacifique? Parce que... Non, ça c'est Mu. C'était pas dans la Polynésie et tout ça? Mu, c'est Pacifique. Oui, Pacifique, mais Pacifique. Là, je parle de Atlantique pour les Atlantes. L'Atlantide était en Atlantique. C'est ça. Et... Il y a eu la Lémurie aussi. La Lémurie, moi, je sais que non, la Lémurie, c'est une partie de Mu. Ça, c'est Pacifique. Oui, c'est ça. L'Atlantide, c'est dans l'Atlantique. Oui.
elle a shifté. Il y a eu un crust shift que j'explique aussi dans le bouquin. C'est-à-dire un déplacement de la croûte terrestre qui a fait en sorte que ça s'est déplacé vers le nord et ça a été recouvert de glace et de glace et de glace pendant des milliers d'années, ce qui a donné l'Antarctique. Donc, si on va sous l'Antarctique, c'est là que se trouve l'Atlantide. C'est vrai. Puis tu sais que finalement, l'Antarctique n'est pas si loin que ça de la Polynésie, là. Tu sais, comparativement à nous, on a... Oui, mais laisse faire la Polynésie, là. Ça, c'est des continents différents. Ça. Oui, je sais, mais... Parce que... Non, mais c'est différent. Oui, je sais très bien. Il y a eu une époque où l'Atlantide et l'Amérique du Nord étaient un seul et même chose. Exact. Il y a eu une époque où toute la partie asiatique et la Lémurie étaient une seule et même. Ben, l'Atlantide, tout le monde disait que c'était une île au milieu de l'Atlantique. On peut dire que les trois Amériques, c'est une île. Si tu regardes ça comme OK, je comprends ce que tu veux dire. OK. On est loin, là. On parle de loin. Oui, OK. C'est ça, on parle de 950 000 ans. Là, mais ça, Oui, mais c'est expliqué dans le livre. C'est ça. Je voulais aussi le mentionner parce que ça donne des réponses à des gens qui se posent des questions. Oui, c'est ça. On l'a lu comme si on était. Ben oui. Oui, c'est ça, parce que là, on... J'ai pas le choix. J'ai pas le choix de couvrir tous ces aspects-là. Si moi, j'arrive avec une affirmation qui dit il était une fois des humains, des extraterrestres, je peux pas lancer ça de même sans couvrir tous les angles. Et c'est pour ça que l'Atlantide fait partie de mes explications. C'est pour ça que les mythologies en font partie. C'est pour ça que l'ufologie en fait partie, que mes expériences en font partie. Il faut que j'aille chercher tout ce que je peux. C'est ce que j'ai fait pour arriver puis dire mon affirmation est pas si folle que ça. Non, et c'est un livre qui est vraiment complet. Hein, c'est ça, je veux dire. Absolument. Ben oui, comme que j'ai dit au commencement. Parce que le titre pourrait laisser croire qu'on ne parle que de l'ADN et tout ça, mais ça englobe vraiment tout. Ça autant part de des civilisations, autant... C'est ça, mais c'est ça qui est fascinant. T'appuies tes dires par des actes, par des lieux, des références, les bâtisseurs et tout ça. Non, mais... Absolument. Tu y vas avec tes questions encore? J'ai eu une autre question sur les humains de l'ère atomique. Oh! Tu écris... Il n'a fallu que quelques années pour que se déclenche la Seconde Guerre mondiale et c'était prévisible une guerre froide entre la Russie et tous les autres peuples communistes, lequel allait provoquer une course folle à l'armement nucléaire. J'aimerais que tu me commentes quelque chose que j'ai lu dans des livres, écoute, dans les années 60-70, où est-ce qu'il disait à peu près toute la même affaire. Au moment où est-ce qu'on s'attendait à ce que la Russie et les États-Unis soient vraiment un contre l'autre, ils s'étaient genre unis contre une espèce d'invasion qui aurait pu être possible. Et il y a beaucoup de textes et de mémos qui ont été sortis. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je parle pas de ça. Non. C'est moi qui te le demande. Ouais. Mais moi, j'en parle pas, c'est parce que ça m'intéresse pas, parce que j'y crois pas. D'accord. C'est tout. Tu sais, je veux dire, moi, je crois pas à ça. Pas de réponse pour moi, ça. Je crois pas à ça. Moi, je crois pas. Moi, je pose des questions. Moi, je ne crois pas que l'URSS et les États-Unis ont eu la capacité de repousser I just don't believe in that shit. Je te le dis aussi brutalement que ça. C'est du petit conspirationniste qui me fatigue. Ça fait... Oui, je sais que ça fait mais des même années MacArthur disait la prochaine guerre aura lieu sera extraterrestre. MacArthur a dit ça. Et j'ai été fouillé. Le général MacArthur. Oui. Et j'ai été voir, c'est vrai. C'est une vraie citation. Oui, mais c'est facile à dire. La prochaine guerre va se passer avec dans l'au-delà. C'est la même chose que quand Reagan a dit on va se battre bientôt avec des extraterrestres. C'est pour ça que je mets la patente. Là. Oui, mais c'est pas... C'est des dires. Ça peut être des façons de parler, pareil comme bref, ça... Non, moi, je pense qu'on n'a plus de risque que la prochaine guerre, ce soit avec Pyongyang qu'avec les extraterrestres. Oui, mais non, même pas. Le petit gros des Classelles? Non, j'ai absolument aucune inquiétude. Il y a quelqu'un qui va finir par l'asseoir, lui. Mon Dieu, il était garde. Ce gars-là... c'est Trump, qui m'énerve. Pas du tout. Moi, il m'énerve pas, moi, non plus. Même pas. Voyons donc. Il y a personne... Actuellement, regarde là, on va régler quelque chose, là. Règle. Nous sommes
depuis toujours sous une surveillance très étroite. Elle s'est accentuée de façon massive quand, à un moment donné, ils ont perdu le contrôle et qu'on a été capable d'utiliser l'arme atomique. Ça leur a donné... Ça a fait « Holy shit! » T'en parles dans... Qu'est-ce qui se passe là, avec nos humains? On les a transformés. Regarde ce que ça donne, tu sais. Et qu'est-ce qui est arrivé tout de suite après? Les plus formidables invasions d'OVNI on n'a jamais vues dans toute notre histoire. Oui, c'est vrai que en c'est 54, après. entre autres. C'est arrivé tout de suite après. C'est arrivé pendant la guerre. C'est arrivé, on sentit que ça s'en venait. C'est arrivé pendant la guerre. Ça a commencé en 42. Du monde qui dit en 47. Ça a non, c'est pas vrai. En 42. Ça s'est continué, c'est devenu extrêmement actif dans les années 50, alors que la course aux armements était à son maximum. Les plus grosses observations se sont faites au-dessus de bases nucléaires où on utilise les silos pour lancer des choses. Les militaires américains sont venus raconter comment est-ce que ces espèces d'objets lumineux venaient se placer au-dessus de chez eux dans leur base militaire puis fermer les disjoncteurs de choses un par un. Sur le bouton pour que ça parte, puis ça partait pas. Ça partait pas. Alors, regarde, le message est clair. Si vous pensez que vous allez en faire péter d'autres de ces affaires-là, oubliez ça. Ils nous ont laissé faire nos petites expériences, là, mais je veux dire, de les utiliser contre des humains, je vous ferai remarquer que dans toute l'histoire de l'humanité, c'est arrivé 2 fois. Excuse-moi, dans notre histoire moderne à nous, parce que dans le passé, des autres civilisations, c'est une autre histoire, mais c'est plus, il n'y en aura plus de ça. Fait que le petit gros des Classelles, là, il va rester de son bord, puis il va continuer d'avoir l'air d'un con, puis il va déconner jusqu'à sa mort, mais il n'y a aucun danger. Puis Trump non plus. Il n'y a plus personne qui peut utiliser une arme nucléaire contre une autre nation. Ça ne se fera pas. Point final. Nous ne sommes pas les propriétaires de cette planète-là. Nous sommes encore sous surveillance. On ne nous laissera pas faire ça. On a été en quarantaine pendant des centaines de milliers d'années. On est libéré de notre quarantaine. J'en parle ça aussi. Oui. Mais on y va tranquillement, pas trop vite. Mais remarque une chose. Ça n'a jamais été aussi bien sur cette planète-là que maintenant. Mais là, c'est sûr, avec l'enflure médiatique, avec Internet... Ça finit plus. Oui, mais ça finit plus. C'est 24 heures, esprit. On a passé ces jours-ci, tout le monde s'inquiétait pour le petit bonhomme, là, que son père a enlevé. Oui, je comprends. Mais c'était correct, ça. Je comprends, c'est correct, ça. Mais je veux dire, c'est ce qu'il y a de pire qui est arrivé, là. Oui. Puis il est vivant, le petit. Oui. Mais regarde, non, mais là... On continue, là. Ils font du temps avec ça aussi. Non, mais ils font du temps avec ça. Puis il aurait pu être écorché vivant, là, l'enfant. C'est ça, là. C'est ça qui me fait chier un peu, là. Moi aussi, je déteste ça. Ça, là, c'est assez, là. C'est fini, là. C'est fini. Il est correct. Le père est arrêté, puis l'assassin est arrêté. Puis on ne sait même pas si le gars a tué sa femme. On ne sait pas ça. Non, c'est pas prouvé encore. Les nerfs. Calmez-vous. Le pompon. Mais Jean, tu as été journaliste toi-même, tu sais comment ça marche. Je plaide coupable. Oui. Je plaide coupable. J'ai fait ça aussi. Tous les journalistes que j'entends disent après un événement majeur comme ça, est-ce qu'on a trop fait? Oui, mais c'est pendant que ça arrive que vous arrêtiez. Ouais, ben, ça arrive, c'est parce qu'ils font pas. Oui, mais c'est un petit peu normal. On ne fera pas le procès de la radio, de la télévision. Mais ça marche toujours comme ça. C'est toujours le premier qui va arriver. C'est toujours... mais c'est pas rien ça. Je veux dire que on parle du petit gros, là. Là, il pourrait procéder à un show nucléaire qui pourrait détruire... Il pourrait. Il pourrait. Moi, je pourrais prendre mon char puis le rentrer dans la façade de chez Sears parce qu'ils ont fermé puis j'ai pas eu les culottes que j'ai achetées puis il faut que j'aille les chercher. Je pourrais. Je pourrais faire n'importe quoi, mais ça a l'air que je le ferai pas. Fait que lâchez-nous un peu. Moi, je suis exaspéré par l'enflure. Il se passe rien dans le monde. Bon, là. c'est ça. Moi, je me rappelle, je vais juste te donner un exemple. Je me rappelle, il y avait eu une patente de méningite au Québec. Là. C'est dans les années, je ne sais plus. Puis, j'ai posé une question au service de santé, puis ils m'ont dit, nous ne pouvons pas vous répondre. Et j'ai dit à la fille, on était en ondes, j'ai dit, si tu réponds pas, moi, je vais le faire. Moi, je vais me revirer de bord, puis je vais en inventer des scénarios. Puis je vais mettre ça en ondes. Puis on va tous mourir dans 3 semaines. Parce que je connais pas ça.
Fait que moi, je vais en inventer des maladies avec ta crise de méningite. Fait que réponds-moi quand je te pose une question. C'est quoi le problème? Ben oui. Elle n'a pas voulu me répondre. Je suis retourné en ondes, puis j'en ai inventé. Moi, ça va faire ça, ça va faire ça. La tête va nous grossir de 3 fois, on ne passera plus d'importe, et ainsi de suite. Puis j'en ai inventé, puis j'en ai inventé, puis j'en ai inventé. Le monde avait peur. Tu as fait ça en ondes? Oui. À ta manière, tu as reproduit le modèle de Les Martiens attaquent. Oui, c'est ça. Hein? Vous ne voulez pas me répondre? Je vais en inventer. Et c'est ce qui se passe. Et en attendant qu'elle invente encore autre chose, je pense qu'on va faire une pause, Isabelle. Hein? Non, je suis choqué. CJMD 96.9, l'alternative radio. Talk, rock and hip-hop. 50% talk, 50% musical. 96.9 CJMD. La seule radio à Lévis. 96.9 CJMD Lévis. www.969fm.ca. Sur Facebook, CJMD 96.9 Lévis. La seule et unique alternative radio au Québec. T'as goût de changement? Branche-toi à CJMD 96.9. La radio déformatée. Nous, on fait les choses différemment. Tu veux faire ta place en tant que DJ? Hein, vraiment? Tu veux améliorer tes techniques et la qualité de tes productions? Mais hein? Le CFP Maurice Barbeau a la formation qu'il te faut. Apprends comment percer dans le domaine, à dénicher des contrats avec des labels et comment obtenir des bookings de DJ ou deviens un producteur de talent grâce à notre programme complet et au soutien des pros du milieu. Retrouve toute l'information sur manouvellecarrière.com et réserve vite ta place. Ça commence le 11 septembre. manouvellecarrière.com, ça va changer ta vie. Du 13 au 23 septembre. Du 13 au 23 septembre. Du 13 au 23 septembre. Le Festival de cinéma de la Ville de Québec. Du 13 au 23 septembre. Présenté par Québécois. Alimenté par Resto Plaisir en collaboration avec le Concorde. FCVQ.ca. Amateurs de hockey, la fromagerie Victoria en collaboration avec CJMD 96.9 Lévis vous invite encore cette année à participer à son pool de hockey au profit de la Fondation Rêve d'enfant. À part finir premier dans le pool, y a-t-il quelque chose de plus important qu'un rêve d'enfant? Pour seulement 10 $, courez la chance de gagner 3 000 $. Pour participer, inscrivez-vous sur poolexpert.com ou via Facebook sur le pool suivant. Parlons pool 17-18. Ensuite, rendez-vous à la fromagerie Victoria pour déposer vos frais d'inscription de 10 $. Parlons pool 17-18 au profit de la Fondation Rêve d'enfant, une initiative de la fromagerie Victoria en collaboration avec CJMD 96.9 Lévis. Les fonds recueillis iront directement à la Fondation. Tu cherches un cadeau unique et fait au Québec? Tu le trouveras à l'atelier boutique José Gagnon, une boutique locale et indépendante à Lévis. On y propose des produits de qualité d'une trentaine de créateurs et artisans nouveaux genres du Québec. Objets déco, produits pour la barbe, bijoux, sirop pour cocktails, vêtements basiques, produits corporels écologiques et bien plus. L'atelier boutique José Gagnon, c'est également le lieu de création, de fabrication des vêtements lévisiens, chandaildelou.com. Rends-toi au 5650 rue Saint-Louis dans le Vieux-Lévis ou magasine en ligne sur boutiquejoségagnon.com. L'atelier boutique José Gagnon, un concept dynamique et unique à Lévis depuis 2014. boutiquejoségagnon.com. François Petitgrou, DJ Frankie Town. C'est le nom à retenir pour vos événements marquants, que ce soit pour un mariage, gala, défilé ou tout simplement une soirée corporative ou privée bien arrosée. Frankie Town est la personne qu'il vous faut. Avec plus de 15 ans d'expérience et toujours à la fine pointe de la technologie, il est au service de vos besoins. Animateur, DJ, ambianceur par excellence, producteur et diffuseur, Frankie Town est la référence dans tous ses domaines. Ne cherchez plus et communiquez avec lui maintenant au 581-305-0969. Frankie Town vous offre tout ce dont vous avez besoin pour faire de vos soirées une réussite inoubliable. François Petitgrou à gmail.com. Vous pouvez également me trouver sur Facebook. CJMD 96.9, c'est quoi? C'est l'alternative radio. L'alternative radio. Écoutez sur le net, 969fm.ca. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Vous êtes expérienceur, auteur ou expert. Faites-vous connaître à jcazot@commercialvideotron.ca.
Alors, ici Marie-Pierre Michaud, animatrice, et à mon animateur complice aujourd'hui, c'est Jean Morissette, parce qu'on reçoit comme invité M. Jean Cazot. Faut refaire ça plus souvent. Hein? Ben oui. Non, on se calme, là. Bon, OK, il veut parler. Ça. Oh, il veut parler. M. Morissette, je te laisse poser une question. Jean, tu ne viendras pas dire que je suis pas fin, je te laisse à le choix. Tu veux-tu que je te pose une question sur les dogons ou sur les précétacés? On essaie-tu les dogons? Les Qu'est-ce que j'ai dit? Non, t'as dit les dogos. Comme Pogo. Oh, Dogon. Non, Dogons. Les Dogons. Dogons du Mali. Qu'est-ce que t'aimes mieux? Les précétaciens, oui, ça, c'est heavy, ça, c'est fou. Oui, c'est parce que il y a des... Ça part de loin. C'est la pause de science-fiction que je trouve dans ton livre. Là. Tu parles qu'ils ont fait tomber une ligne... Non, il faut faire attention. Tu parles qu'ils ont fait tomber une lune. Sur la Terre. Oui. Est-ce qu'il y a des traces de ça? Tu vas me demander, j'ai des preuves. Non, je te demande s'il y a des traces. Il y en aurait éventuellement. On aurait éventuellement il faudrait aller. S'il y a un objet dans le ciel qui tombe sur Terre, tu trouves des objets, il faut que tu retrouves ce qui était avant pour faire des preuves. Mais s'il n'est plus là, il n'est plus là. Tu sais. Alors, bon. Bref, ça, c'est un autre... Ça, c'est trop gros comme question. OK. Parce que c'est un chapitre complet. Oui, c'est vrai, oui. Et là, il y a toute une démarche à faire parce que là, on tombe dans le channeling. Et j'explique pourquoi j'utilise le channeling, puis c'est important. Oui. Et parce que dans ma démarche, si quelqu'un dit « Ah, moi, le channeling, je veux rien savoir », qui oublie ça tout de suite, tu sais. Mais c'est pas nécessairement parce que je ne bois pas leurs paroles, c'est pas ça. Mais je regarde ce qui converge vers dans la même direction pour voir si ça se tient, tu sais. Et moi, je vais juste ajouter en même temps, c'est que ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que les gens qui sont un petit peu un peu sur les freins parce que on ne parle pas de métaphysique ou quelque chose comme ça, mais moi je vous dis, il y a beaucoup de métaphysique dans ce livre-là. Dans le livre, oui. Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est un livre pour tout le monde. C'est vraiment... Oui, il y a de tout. Ça, je suis obligé de le dire, là. Oui. Il faut le préciser, Jean, parce que les gens pourraient penser que c'est autre chose, mais tu touches à tout ce que tu as déjà parlé dans tes livres, mais d'une autre manière avec... C'est un résumé de ces 19 livres, plus autre chose. Il a raison, c'est 50 ans de vie qui sont dans ça. C'est les conclusions finales. Les conclusions, voilà. Ce sont les conclusions finales de mes 50 années. C'est ça. Que je mets là. Puis c'est mon champ du signe, puis c'est fini, je ne reviens plus là-dessus. Je ne réécrirai plus de livres sur les extraterrestres, ni sur les ovnis, à moins qu'un jour, je vive une expérience particulière, hors du commun, là, vraiment, là, let's go, baby. Qu'est-ce que tu gages que ça va? D'habitude, ils sont pas loin quand ils ont quelque chose à te faire faire. Oui, c'est ça. Mais j'ai d'autres, j'ai d'autres livres en préparation, mais pas là-dessus. Pas là-dessus. Ça, c'est terminé. On en a parlé un peu. OK. Les dogons. Ma question, c'est ça. Question générale, pour ceux qui ne connaîtraient pas ça, c'est tellement quelque chose de extraordinaire. Ça, c'est une des meilleures preuves au monde. Qui sont là. Oui. Ça, les Dogons du Mali, c'est un peuple africain. Les explorateurs et ça, j'explique tout ça dans le bouquin. Là. Ça, j'en parle en long et en large parce que c'est bien important. C'est très important. Oui, ça l'est parce que les explorateurs français qui racontent leurs premières expériences avec les Dogons se sont retrouvés chez ce peuple-là pour réaliser que dans leur mythologie, dans leur folie, là, leur danse, puis leur masque, puis ainsi de suite, ils avaient une religion, une espèce de religion, toute basée sur l'existence d'une étoile qui existe. Sirius, notamment. D'une étoile, puis de sa contrepartie aussi, parce qu'il y a Sirius A et Sirius B, mais ça, j'embarque pas là-dedans, là, ça va être compliqué. Ce qui est important. Mais c'est important. Tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils décrivent, relève de connaissances astronomiques qui datent des années 50, je pense, 50, 60, la découverte de Sirius B, ainsi de suite, mais que eux possèdent depuis des milliers d'années. Bien pour dire. C'est ça. Alors là, tu dis, attends une minute, là.
Ils n'ont pas de télescope. Faut regarder ce tribut-là. Si tu fais Dogon, D-O-G-O-N-S, il n'y a pas de BMW stationné sur le bord de la caserne. Là. Puis il faut que vous trouviez le livre La cosmogonie des Dogons. Oui. Je l'ai, moi. C'est ça. Extraordinaire. Extraordinaire. Alors ça, toute la mythologie qui est là, ils sont tombés sur le cul. Excuse l'expression, mais c'est ça. Les explorateurs en question, moi je parle surtout d'eux autres, parce qu'ils se sont dit, mais voyons donc, attends, là, ces gens-là en savent plus sur les étoiles, sur Jupiter, sur Mars, sur ci, sur ça, sur les orbites, tu sais, les orbites elliptiques, ainsi de suite. L'orbite elliptique, là, c'est une femme en Grèce, je pense, qui avait mis le doigt là-dessus. Hypatia d'Alexandrie. Il y avait eu un film qui a été fait avec Rachel Weisz là-dessus. C'est l'Église qui l'a fait tuer. Et on a perdu... Ça a pris 400 ans avant que Kepler redécouvre l'ellipse. Parce qu'on se demandait, une planète qui tourne autour du Soleil, elle tourne ça en rond? Ça marche à pas. C'est elle qui a découvert, elle a dit, elle tourne peut-être pas en rond, elle tourne comme un ovale, tu sais, une ellipse, finalement. Mais ça, les Dogons, ça fait 18 000 ans qu'ils savent ça. Ben oui. Ils le savent, ils t'en parlent, mais ils vont pas à l'école, ils savent pas écrire, ça danse tout nu autour du feu encore. C'est un peuple très primitif, mais en même temps, leur connaissance, et quand tu leur dis qui t'a enseigné ça, ben, ils sont descendus du ciel, puis ils sont venus. Ils font une fête à tous les 50 ans. C'est ça. Puis c'est une vieille danse là, qui date, comme dit Jean, de centaines d'années. Et quand ils ont regardé Sirius, qu'on connaissait une étoile, en 1980, je pense, là, ils se sont rendus compte, il y a Sirius B. B fait le tour de A en 50 ans. Hey, méchante. C'est ça. Puis il y a Sirius C aussi. Puis 50 points quelques, là, mais eux, c'était tous les 50 ans. Fait que bottom line, des primitifs, parce que ce sont des primitifs. Des primitifs, encore aujourd'hui, en 2017, ont des connaissances astronomiques qui datent de milliers d'années, qu'ils ont mis dans la pierre. C'est pas des affaires qu'ils racontent de même. Là. C'est pas écrit, là, parce qu'ils écrivent pas, mais c'est ils t'expliquent, là, c'est leur poterie puis leur machin. Ça, et tu vois très bien, d'ailleurs... des pétroglyphes ou des trucs. C'est ça. Exactement. Puis là, tu vois les cercles ovales qui sont faits avec des points. Et là, ils disent, ça, c'est telle étoile, c'est Dongo. Puis là, ils disent, mais là, on nous a dit que c'était ça, c'est Sirius. Alors, ils l'ont jamais appelé Sirius, eux autres. C'est nous qui l'avons appelé Sirius, tu sais, et beaucoup plus tard. C'est pas la même langue, c'est normal. Pas la même langue. Puis les gens qui vivraient sur Sirius, mettons, ils n'appellent pas leur étoile Sirius. C'est nous qui avons donné ce nom-là. Tu sais, si un extraterrestre arrive et dit moi, je viens de Sirius, tu peux dire ouais, t'as pogné ça où, ce nom-là? Tu sais, c'est nous autres qui appelons ça de même. Dis-moi, toi, d'où tu viens ton nom, tu sais. Alors, donc, c'est ça qui était. Alors, ça, oui, c'est une preuve. C'est une preuve parce que c'est une preuve très achalante pour les historiens puis les archéologues. Pour vous autres! Parce que là, ils se disent, comment se fait-il... Mais ils posent la question. Comment se fait-il que ce peuple-là sache des choses que nous, on a appris dans les années 50, 60, 70, avec nos télescopes? C'est fascinant. Parce que c'est avec les télescopes modernes qu'on a découvert Sirius B. C'est pas à l'œil nu. Elle n'est pas visible à l'œil nu. Elle n'a jamais été visible à l'œil nu. Alors, comment se fait-il qu'ils ont pu la voir et savoir ce qu'était, puis son ellipse, sa durée, puis ainsi de suite? Puis ce qu'il y a d'extraordinaire, Rancourt, c'est que présentement, je suis en contact avec un astronome parce que les Dogons parlent de Sirius C. C'est ça, oui. Et là, ils sont en train de se rendre compte que B, à la façon qu'elle tourne autour de A, il y a de quoi qui cloche, là. Il doit y avoir un C, mais qui est par rapport à nous, qui est horizontal, donc on la voit presque pas, si tu comprends. Oui, c'est fascinant. Moi, j'adore ça. Oui, mais quel jour où est-ce qu'ils vont dire C existe? Mais les Dogons le disent, ça. Oui, ils le disent. Oui, eux le disent. Ils en parlent de Sirius. Ils savent qu'elle est là. Mais nous, on commence à se demander si c'est pas vrai, ça. T'sais, on est en 2017, là. Eux autres le savent. Première nouvelle, comme j'en dis, première nouvelle qu'on va avoir, on va découvrir la maudite C. Puis là, on va dire, mais est-ce que le Royal Astronomy of London ou la NASA va dire, les Dogons avaient raison? Je pense pas. Me semble que non. Je pense pas. Et c'est ça que... Mais moi, je le dirais. Mais eux autres le diront pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont pas dit encore jusqu'à nos jours? La carte de Piri-Reis, là,
1513. Tu sais, une carte qui date de 1513, hein, c'est ça? Oui. Et qui nous montre l'Antarctique dans tous ses détails. C'est fou, hein? Alors qu'il n'y a pas de glace. Ça date pas d'hier, là. Pas de glace. Alors que ça a été l'Antarctique telle qu'elle est. Elle a été découverte bien plus tard que ça, dans les années 1900, tu sais, 1800-1900, avec Amundsen. Et ça a été seulement vers 1970 qu'avec des sonores sous la glace, ils se sont rendus compte que c'était le contour de la carte de Piri-Reis qui date de 1513, qui, elle, est des reproductions d'anciennes cartes. Moi, quelqu'un qui va lire Il était une fois des hommes, des humains, des extraterrestres, quelqu'un de mon âge qui va lire ça va dire... Et publié chez Québec Livre. Hein? Québec Livre, c'est ça. Le 20, le 20 de cette semaine. Va dire, maudit, ça ressemble à Robert Charroux. Oui. Que tu as connu, chanceux. Moi, je l'ai connu. Je suis jaloux, ça. Okay. Ça c'est vrai. Mais ça, je m'en suis rendu compte après dans les révisions. Puis je dis, canon, ça. J'ai rendu que je parle comme lui. T'sais. Des fois, je me demande si son esprit fait pas partie du contingent de ceux qui viennent me donner un coup de main. Parce que je me dis, canon, ça. Je manœuvre un peu comme Robert le faisait dans ses livres. Puis il en a écrit des livres, puis des livres, puis des livres, puis ainsi de suite. Et on correspondait ensemble, puis on échangeait des choses. J'étais adolescent, imagine. Non, c'est fascinant. C'est ça. Mais il est disparu, ça fait des années, puis il n'y a plus personne qui parle de Robert Charroux. Mais en tout cas, si quelqu'un... Tu l'écris comment, Robert? Robert Charroux. C-H-A-R-R-O-U-X. Okay. 2 R. Oui, C-H-A-R-R-O-U-X. Ah, OK. Oui, j'ai mal entendu. Je connais. Wow, hey! Voilà. Moi, je reste en dehors de ça. Ils veulent se casser le cou. Jean, dans ton chapitre que nous puissions vivre ensemble, point d'interrogation, tu écris que les grilles présentement sont en service après-vente. Mais tu élabores. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, je peux élaborer, mais ça, c'est le punch du livre. Fait que OK, excuse-moi. J'élaborerai pas trop. Parce qu'on est presque à la conclusion. C'est ça. Mais quand tu reviendras au printemps prochain de ton hibernation floridienne, il y aura peut-être... Mais ça, c'est le punch. En fait, c'est le punch dans le sens que, comme je disais tout à l'heure, après avoir travaillé dans ça pendant des décennies, j'arrive à des conclusions. J'en suis là. Dans mon cheminement personnel, j'en suis là. OK. Puis c'est pas parce que je suis pressé, là. C'est parce que ça arrive comme ça. Ça arrive comme ça. Ça arrive comme ça. Et là, j'entame une nouvelle carrière. Toujours dans le domaine des faits maudits, mais en tout cas, je me comprends. Là. OK. Et nous, on comprendra plus tard. C'est ça. Mais là, ça, c'est sûr que c'est la finitude, là, la conclusion. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? En tout cas, c'est la mienne. Oui. C'est la mienne et je n'irai pas plus loin que ça. Je peux pas aller plus loin que ça, à moins de le vivre moi-même. C'est ça. C'est ce que tu disais depuis le début. Si t'arrive quelque chose de particulier, tu vas récidiver avec ça. Sinon, mais là, c'est ça. Mais ça, c'est une conclusion qui s'adresse à tout le monde. Alors, quand je dis la colossale aventure de l'humanité depuis le début des temps, le lien que nous avons avec les extraterrestres est très ancien. Ça, c'est ce que j'affirme. Et à la fin du livre, je dis quel est le but final de ça. Pourquoi faire ça? Okay. Pourquoi, depuis 1942, sont revenus? Parce qu'ils étaient partis. Pourquoi ils sont revenus nous modifier encore une fois de façon massive en utilisant notamment les grilles? Pourquoi les gens se font enlever? C'était quoi la raison de ça? C'est ça que je veux révéler, moi, à la fin de mon... de ce livre-là. Oui, c'est ça. Donc, on n'en parle pas, on garde... ça, je me garde un petit James. Bon, ça, c'est mon punch. Bon, mais tu as encore des questions, quand même. J'avais 10 pages de... oui, dans ton livre, j'ai un petit reproche à te faire. T'as manqué un fait maudit. T'as manqué un fait maudit. Okay. Deux, en fait. Tu dis que... tu parles de l'ADN puis du double hélice, mais... t'as pas, ou tu le savais pas, ou tu l'as oublié, savais-tu ça que James Waston, qui a pensé au double hélice, il l'a pensé dans un rêve?
Non, je n'étais pas au courant. Okay. Ouais. Non. Penses-tu qu'il aurait été comme inspiré par quelqu'un quelque part? Si moi je dis que je suis inspiré, je ne suis pas le seul. Non. D'accord. C'est très clair que tous les gens tous les auteurs, tous les artistes en général, tu sais, pas les politiciens, mais tous les artistes. Je te comprends. Non, mais en tout cas, quand on réfléchit d'une autre façon. Mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes tous un esprit d'abord, c'est un humain ensuite, mais nous sommes tous immortels aussi, tu sais. Alors c'est clair que nous avons des complicités dans le monde des esprits, bien plus qu'on a dans le monde des terriens. Je crois que oui. Parce que, je veux dire, toi, Marie-Pierre, Jean, Isabelle, whatever, on est des esprits qu'on ait choisi pour cette période de vie-là, de se retrouver à faire cette émission-là. Oui. C'est un choix qu'on a fait parce que ça fait partie de nos affaires, tu sais. Mais ça, c'est au niveau de l'esprit que ça s'est passé. C'est pas la personne. Moi, j'ai pas appelé Isabelle. Je t'ai pas appelé toi, puis j'ai pas appelé... Ben, lui, lui a appelé, mais... Il m'a téléphoné, oui. Mais tu comprends-tu? C'est pas physique, là. Il y a un autre game. Ça fait longtemps que c'est préparé, ça. Il y a un autre game ailleurs là, qui se fait, puis qui fait que... t'es celle qui revient le plus souvent, toi, notamment, tu sais. Alors, pourquoi? Bon, ben, c'est ça. Alors, puis ça fait longtemps qu'on se connaît, tu sais. Je veux dire, on fait des émissions depuis... Alors, tu sais, il y a un petit lien, là, tu sais. Au niveau de l'esprit, il y a un petit lien, tu sais. Au niveau physique, on se connaît pas. Non, absolument. On se fréquente pas. On n'est même pas des amis au sens, tu sais, pas en doute. Tu ne m'as jamais invité chez vous. C'est ça, puis elle non plus. Non, c'est correct, mais quand on sort... C'est ça, c'est pas là. Non, mais quand on arrive pour parler de ça... Là, bang, ça on est dans un autre état. Et puis, tout le monde se comprend, tout le monde est sur le même taux vibratoire, je dirais. Exactement, c'est ça. Puis après ça, on retourne chez nous. Oui, simplement. On continue notre vie d'humain. Comme que je dis souvent, il n'y a pas juste l'hypnose, puis il n'y a pas juste les ovnis, puis il y a d'autres choses après. Moi, je connais du monde qui sont focusés dessus à 100 000 à l'heure. Bon, c'est ça que j'allais dire et que c'était très pertinent. C'est que c'est beau d'être dans ce taux-là, mais nous sommes aussi des humains. Donc, il faut vivre selon les humains. C'est correct. Tu sais, j'entends des gens, quelquefois, qui sont tellement justement dans ce créneau-là d'être sur l'auto vibratoire, être ailleurs en méditation. Oui, moi, je fais de la méditation, mais je vais magasiner, puis... non, mais c'est sûr. On mange, on vit notre vie d'humain, puis on est là pour ça, pour apprendre des choses. Exactement. Donc, il ne faut pas renier ça. Non. On a tous une raison. Il y a une raison pour laquelle on s'est incarné. C'est ça. Ce que j'appelle un fatum, un destin. Oui. On s'est écrit une histoire. Oui. J'expliquais au téléphone l'autre jour, je donnais un exemple, une analogie là-dessus. Je suis en train d'écrire là-dessus. C'est sûr que c'est comme une pièce de théâtre, mais c'est comme un voyage organisé. Mm-hmm. Alors, tu sais, quand tu t'assois, puis tu es avec ton mari, puis tu dis, on fait un voyage organisé. Alors, on va aller à Paris, on va faire ça, on va descendre à tel hôtel, on va réserver, ça va être ça. Après ça, on s'en va là, puis on s'en va là. Imagine un voyage organisé autour du monde, tu sais, imagine, de longue date, là. Puis là, ton agence de voyage, là, est particulière, là, tu sais. Tout est réservé d'avance, tu sais. Tout est prévu d'avance, tu sais. Oui. Alors, tu pars dans ton voyage. La vie, là, c'est ça. On est, en tant qu'esprit, là, on s'est assis avec une agence de voyage cosmique, là. Puis on s'est dit, OK, c'est quoi mon prochain voyage? Bon, ben, tu vas naître là, tu vas naître avec tels parents, c'est réservé, ça. Tu vas vivre là un temps, après ça, tu vas te marier, ça marchera pas parce que et ça fait partie de ta différentes destinations au cours de ta vie. De ton apprentissage. Et la destination finale, ben, tu déposes ton corps, puis tu sors de là, puis tu reviens à la maison en tant qu'esprit. Tu sais. Oui. C'est un voyage organisé. Oui. C'est un fatum. Alors, c'est pour ça que je disais, la petite fille qui veut devenir l'égale de Céline Dion, qui rêve à ça, si c'est dans son fatum. Oui, attention, exact. Si c'est dans son fatum. Si être Céline Dion, c'est aller à Istanbul, si son voyage organisé est à Hong Kong, oublie Istanbul. T'es pas là. Non, tu y vas pas. Ça. L'autre, la petite fille à côté, oui, elle va débarquer à Istanbul. Elle va atteindre une célébrité. Je donne des exemples. Une célébrité. Oui. On se comprend. Si c'est pas dans ton fatum, oublie ça. Absolument. Oublie ça.
C'est destiné. Quand tu arrives ici, c'est comme tu dis, tout est organisé. Oui, c'est ça. Mais tu as des marges. Là, je suis en train d'écrire un article. On a des marges de manœuvre pareilles. Oui, on a un libre arbitre. C'est pas tout est écrit, j'ai plus rien à faire. Non, il y a une marge de manœuvre. D'ailleurs, là, je suis en train d'écrire, je l'annonce tout de suite avant qu'on finisse. Là. Oui, il est moins 10. Je vais mettre un article sur mon site. Là. Puis c'est un nom hyper compliqué, puis c'est voulu. OK, j'ai hâte de lire ça. Je veux pas attirer les je veux... oui. C'est l'acte anthropodéiste. Ah, j'aime ça. À deux modes. Oui. J'ai aucune idée, mais ça a l'air intéressant. Oui, mais je décortique juste le nom. Oui. En fait, c'est l'acte créateur anthropodéiste. Ça s'en vient sur mon site, ça. Je le donne, ça. Ah, c'est ça que tu disais, là, que tu préparais quelque chose. Ça aussi, c'est une conclusion de 50 ans, ça. D'accord. Je commence à fermer boutique, moi, là. C'est ça. Et ça s'en va là, ça. Et ça, je vais le donner, ça. Et ça explique c'est quoi ta marge de manœuvre. Et si tu as une marge de manœuvre, comment peux-tu en profiter? Comment peux-tu l'utiliser de façon efficace? Et c'est là que c'est ça que je vais expliquer dans l'article. Mais il n'est pas fini, là, parce que c'est long. Mais c'est vrai que cette marge de manœuvre-là, le libre arbitre, on est arrivé... Oui. Le libre arbitre, c'est autre chose. Le libre arbitre, c'est la capacité de choisir de faire quelque chose de wrong, de ne pas faire quelque chose ou de faire quelque chose de bien. Ta décision. C'est-à-dire le bien, le rien ou le mal. Okay. C'est-à-dire, c'est ça le libre arbitre. Ça. Tu choisis de faire... Tu choisis d'être... Bon, Jean se fait mal. Je choisis de l'aider. Je choisis de ne rien faire. Ou je choisis de faire encore plus mal. Ou de l'achever. C'est ça. C'est vrai, hein, c'est vrai. Dans la vie, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est le libre arbitre. La marge de manœuvre, c'est autre chose. Okay. Parce que si dans mon fatum, il n'y a pas de Céline Dion, j'ai beau chanter, j'ai beau me pratiquer, j'ai beau chercher René, j'ai beau chercher qui se voudra, ça se passera jamais. C'est ça. Jamais. Ouais. Quand ton voyage organisé est dans le Sud-Pacifique, oublie le Moyen-Orient. C'est ça. Tu n'as pas d'affaires là, tu y iras pas. Tu as beau essayer tout faire. Mais il y en a qui vont se battre toute leur vie pour l'avoir. Parce qu'il y a des vendeurs d'assurance puis des vendeurs de motivation. Tout est possible dans la vie. Ah oui, ça serait le fun. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu parles comme un humain quand tu parles comme ça. Si tu parles comme un esprit, tu as juste à dire oui, c'est possible d'aller à Istanbul, mais pas dans cette vie-ci. C'est ça. J'irai dans une autre vie, peut-être. Mais celle-là, j'ai booké mon voyage, je m'en vais à Hong Kong. Tu me sacrapais? C'est là que je vais. C'est ça, alors arrête de me dire que tout est possible. Je le sais que tout est possible. Si je veux y aller, moi y aller. Moi y aller dans 10 000 ans, dans 5 000 ans, dans 30 ans, où je suis déjà allé. Ça fait 3 vies que je suis allé. J'ai déjà été Céline Dion. C'est fatigant, on va te dire. Ah, René, je suis fatigué. Tu sais? Oui. Alors, c'est ça. Mais en fait, c'est la... C'est avec une petite vie qu'on a là. C'est un petit voyage. Mais ce que tu veux dire, ça me rappelle aussi... Tu sais, à un moment donné, les gens font des chèques d'abondance. Tu connais ce principe-là? Là, on arrive à tel moment, on fait ça. Oui. Mais moi, j'ai quelqu'un, puis je trouvais que c'était intéressant ce qu'elle me disait. Elle dit, Marie, si tu te fais un chèque d'abondance d'1 million... mais que dans cette vie-ci, tu n'es pas supposé de gagner 1 million. C'est ça. Tu ne l'auras jamais. C'est ça. Peut-être que tu pourrais gagner 70 000. Fait que mets pas de montant pour être certaine d'avoir de quoi, là. Puis peut-être... peut-être pas partout non plus. Ton fatum est là. Si tu es pauvre... Bon, moi, ce que j'ai écrit récemment, je ne sais pas où, là... Non, ça va, on a 7 minutes. Je fais ça. Je ne veux pas y perdre. La souffrance, la maladie, l'accident, le drame existent dans notre fatum, et s'ils ne sont pas dans notre fatum, si on ne s'est pas écrit ça et que ça arrive, ça, c'est des mesures d'exception pour attirer notre attention sur l'essentiel. Sur l'essentiel. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ouais. Ouais. On a un chemin, puis quand on s'éloigne de notre chemin, on a une petite tape sous l'épaule. Si tu n'écoutes pas, on peut-être un peu plus fort. En arrière de la tête, mais sinon, c'est une petite jambette. Oui, et ça, je le crois, et ça, je l'ai vécu. Ouais. Et à chaque fois que je m'éloigne de quelque chose, c'est sûr que ça arrive. Isabelle a fait oui, là. Oui, hein? On a vécu Isabelle, ça. Hein? Oui, ça m'est arrivé beaucoup dernièrement. Moi aussi. C'est ça. Cette année, c'est sûr. On se fait ramener à l'essentiel. Cette année, je n'ai pas écouté. Alors, les gens qui vivent des choses, ça peut être dans leur destin, par exemple. Oui.
Il y a du monde pauvre. Oui. Il y a du monde malade. Il y a du monde qui... Alors ça, c'est des charges karmiques. C'est des choses qui sont dans le destin, que tu veux, c'est ça. Mais quand c'est pas ça, là, oui, ça veut dire, hey, en ligne, ton destin est là, puis tu essaies d'aller là, ça marche pas. On va te donner une jambette. On va faire un trou, tu vas tomber dedans. Tu vas pas là, tu n'as pas d'affaires là. Tu peux pas, en voyage, tu peux pas sauter en dehors de l'autobus. Quand il est en marche, sans ça, c'est... Voilà. Ouais. Mais là, c'est pas le livre, ça, c'est autre chose. Il te reste 6 minutes. Oui. Jean, qu'est-ce qui s'en vient à part, tu nous as expliqué ça, mais tu disais que c'était complet pour les extraterrestres et en ce qui me concerne, il était une fois des humains, des extraterrestres. C'est mon champ du signe en ufologie. Mais tu as d'autres projets quand même. J'ai d'autres projets. Okay. J'ai d'autres projets. Et la raison pour laquelle je le dis, la raison pour laquelle j'ai pas dit que j'arrêtais de m'intéresser, mais écrire un livre. Sauf s'il y a quelque chose d'extraordinaire. Là, sauf s'il m'arrive quelque chose. Ou s'il arrive quelque chose d'extraordinaire. Je dis pas, mais en tout cas, la façon c'est parti, là, ça va être bien tranquille. Tout repose sur nous maintenant. Et là, maintenant, en ce qui concerne... Jean Cazot. Oui, c'est ça. Moi, mes écrits, je travaille sur un bouquin assez explosif là, qui concerne le milieu des religions. Ah, j'ai regardé ça. Et ça, c'est... Et que ça va être rough. Ça va être rough. Tu m'en avais parlé. Il me semble que ça va être rough. Ça va être très rough. Tu sais, ça ressemble à... Tu ne seras pas béni. Tu seras pas au ciel. Ça ressemble à ramener les religions à leur vraie place parce que Dieu n'a de lien avec aucune d'entre elles. C'est ça. Ben oui. C'est sortir Dieu des religions. Parce qu'il n'a jamais été là. Il n'a jamais été là. Ben, il est partout, mais il n'a jamais été là. C'est ça. Il n'est pas enfermé. C'est pas le même Dieu. C'est pas le même Dieu. Et qu'une religion, un club de golf, un club de tricot, une association de chercheurs de trésors, ainsi de suite, c'est le même Christi d'affaires. Puis ça devrait s'en tenir à ça. Sauf qu'ils sont riches, eux. Et qu'en plus, on vit dans une société de droit et non une société de foi. Mm-hmm. Et ça, là, il est temps qu'on y pense, parce que là, on commence à donner des laissez-passer à du monde qui n'en mérite pas, parce qu'ils se proclament les représentants de la volonté de Dieu sur Terre, qui mangent de la merde. Venez le prouver. Puis ils ne payent pas de taxes. J'ai hâte de lire ça, parce que j'ai l'impression que tout là, c'est assez, là. C'est assez, la religion. Là, c'est assez. On se porte-tu une religion, Marie? Non. On ne paye pas de taxes. Et ça inclut le christianisme, oui, bien sûr, l'islamisme, le judaïsme, toutes les religions. Sauf que je vais m'en prendre au christianisme parce que c'est la seule que je connais très bien. Profondément et qui nous concerne. Oui. Mais ça touche toutes les autres pareil. C'est le même raisonnement que je vais utiliser, le même argumentaire va pouvoir s'appliquer à une comme à l'autre. Tu en as fait un programme là-dessus, quelques semaines. C'était 2 heures. Bon, essentiellement, là, c'est cette émission-là qui m'a orienté vers... Okay. C'est ça. Mais là, ce coup-là, je documente. Oui, grave. Ouais. Tu as besoin d'aide? Alors ça, non, il est fait. Pour documenter. OK. Ah, c'est fini. Il est fini. Oh, yes. Il est fini. OK, t'es déjà rendu si loin que ça. 21e livre. C'est vrai que je voulais te poser une question. Non, j'ai un roman de 600 pages aussi. Oui, oui, c'est ça. T'as commencé à en parler de ce j'en parle plus, là, parce que je ne sais pas quand il va sortir. J'en parle plus. Mais je voulais juste te demander, parce que je sais que tu es c'est ton 20e livre. Est-ce que c'est un record sur l'ufologie? On va régler une chose. Non, c'est pas toute l'ufologie, ça, là. Je suis pas humble. Ah, ça, on va régler ça. OK. C'était quoi ta question? Non, c'est ton 20e livre. Est-ce que c'est un record? Est-ce que quelqu'un d'autre a fait plus que ça en ufologie? Pas au Québec. Non, mais je parle mondial. C'est pas que l'ufologie, là, non plus. Mondial. La métaphysique, là-dedans, t'as pas que l'ufologie. Ouais, en ufologie, j'ai...